Bon alors c'est bon, vous avez trouvé le Graal ? Bah non, on l'a toujours pas trouvé, mais ça va pas nous empêcher de faire la critique du film Kaamelott justement. Il y en a un qui est pas à bout. Alors, le film qui a eu des gros problèmes de production, puisqu'en fait, justement, la société Cult avait une partie des droits de Kaamelott. Alexandre Astier voulait faire le film uniquement s'il faisait lui comme il voulait. Donc, au début, ça a vraiment été... ça s'est bloqué. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à voir le film, c'est que les droits se sont bloqués à ce niveau-là. Et puis, je pense que aussi, vu que Alexandre Astier a eu des succès, notamment des succès au théâtre et avec la co-réalisation d'Astérix, on lui a laissé plus les coups des franches. Et puis, finalement, il y a eu un moment donné où ça s'est débloqué. Avant ça, il y avait eu son film David et Madame Ansel, mais ça, c'était pas bon, qui était pas très bon et qui a pas du tout marché, qui donne pas du tout envie de voir réaliser un film en fait. C'est ça. Et là, à mon avis, c'est il pour ça. Il n'y avait pas eu Astérix, à mon avis. Mais je suis absolument d'accord. Je pense que la société de production bloquait en disant bon, la fin de la série, t'as vu qu'on a perdu les gens en permanence. Au cinéma, ça marche pas. Tu vois, on va pas te laisser les clés du truc. Et je pense que du coup, ça s'est débloqué petit à petit comme ça. Et puis du coup, 2021. Le film Kaamelott arrive et là d'ailleurs c'était ça que je voulais dire, en fait ça se passe exactement 10 ans après la fin du premier épisode, il a respecté le temps réel du dernier épisode de la saison 6, c'est bien ça. Moi je vous laisse pitcher parce que moi j'ai pas vu la série et ça a été un peu compliqué à suivre. Mais justement c'est intéressant parce que je crois que Louise t'a dit que tu connaissais pas trop la série. Non. Très très peu. Bon, très bien. Toi non plus. Non, je connaissais pas très. Bon, on va passer de suite du coup à la critique. D'abord sans spoiler. On peut peut-être faire un petit résumé. Alors, tu vois, pitch en deux mots. C'est justement c'est le retour du roi, littéralement. C'est Arthur qui va. Lancelot est toujours tyran. Exactement. Et puis, ça fait 10 ans que le peuple de Bretagne tire la langue, comme dit le duc d'Aquitaine, et Arthur. Plus ou moins au début involontairement, il veut pas revenir sur le trône, mais en fait il va revenir. Et l'histoire de ce premier volet, c'est Arthur qui revient, en tout cas au royaume de l'ogre. C'est pas s'il va réussir ou pas, mais il revient au royaume de l'ogre. Et puis on va voir comment ça se passe. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien faire, si vous le permettez, c'est qu'en fait, j'aimerais bien avoir vos avis de connaisseurs, on va dire, de la série en premier lieu, et ensuite que Louise et moi, qui connaissions pas trop la série, comment on a reçu en fait le film, parce que c'est quelque chose qu'il dit en fait. Il dit si vous avez pas vu la série, il n'y a absolument aucun problème. Alors ça, on va en reparler, mais bon, je pense que c'est un mensonge. Alors du coup, comme d'hab, un petit tour de table. Comment vous avez trouvé ce film-là ? On peut commencer par Steven. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu as pensé de Kaamelott, le film, premier volet ? Alors moi, j'avoue que j'avais très très peur. J'avais très peur de voir un truc très mauvais. Ouais. Parce qu'Astier a tendance à me gonfler royalement. Parce que j'ai beaucoup aimé Kaamelott à l'époque. Et puis à force, en fait, à la fois de revoir et puis de réentendre par tous les fans les blagues, les on en a gros, etc. Je trouvais qu'il y avait un truc qui commençait à s'éroder et j'avais un peu peur de voir soit du fanservice, soit Astier partir dans un gros délire un peu avec un melon énorme, ce qui en un certain sens est le cas quand même. Donc clairement j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce que j'avais peur de voir. Par contre j'ai apprécié le film, j'ai passé un bon moment, mais la vraie question que moi je me pose c'est qu'est-ce que ça fout au cinéma ? C'est-à-dire il a beaucoup dit je dois quitter la télé pour faire ce que je dois faire, il me faut le cinéma, et vraiment je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait mieux au cinéma qu'à la télé. Au contraire, s'il était resté sur un format série, eh bien je pense qu'il aurait pu creuser des trucs qui là sont à peine évoqués. Moi j'ai trouvé que ça m'a fait plaisir de voir un peu les personnages, de voir un truc que j'avais quitté depuis assez longtemps. Mais il y a quand même quelques frustrations, un truc qui au niveau de la réalisation je trouve est pas terrible quoi. Ouais, moi j'y reviendrai là-dessus, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper décevant. Ça manque, tu vois
le passage au cinéma, ça aurait dû être un pas supplémentaire dans ce qu'il faisait par rapport. On a dit qu'il a toujours passé un pas, et moi je pensais que ça allait être un pas dans l'épopée, qu'on allait quitter un peu l'aspect tragique, comédie, et puis passer directement dans l'épopée. Il y a un peu de ça dans le fond, mais dans la forme, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ça. Multiplication des personnages qui en série passe très bien, au cinéma beaucoup moins. Il y a des personnages dont il fait appel parce qu'ils sont dans la série, qui sont juste là plus ou moins en caméo. Des nouveaux personnages où on se demande pourquoi avoir besoin de nouveaux personnages alors qu'on en a une chier. Voilà, donc il y a une petite quand même. Je te dis, j'ai pas passé un mauvais moment moi devant le film, mais j'ai trouvé la fin un peu poussive. Je sais pas, le dernier tiers peut-être, ou un truc comme ça, un peu la moitié. Ouais, moi je trouve comme Louise, presque à la moitié, je trouve qu'il y a une espèce de baisse de rythme. Ouais, c'est ça, un manque de rythme, un manque de grandeur, et vraiment je comprends pas pourquoi il avait besoin du cinéma, comme il l'a dit, pour faire ça. Donc voilà, avis assez mitigé, je vais dire. Tu t'attendais à pire, t'as eu quelque chose d'un peu mieux que ce que à toi. J'ai eu quelque chose de différent que ce que je croyais avoir. Et à la fois en bien et en mal, tu vois. Mais je pense que ce truc-là en prime sur M6, ça aurait été très bien, quoi. En 2 épisodes à la limite, et puis voilà. Bon voilà, ça c'est mon avis sans spoiler, je vais pas en dire plus parce qu'après je vais dire autre chose. Bon, et toi Fred, en quelques mots j'aimerais bien avoir l'avis de Louise, moi. Vas-y Louise. Alors Louisette, on t'écoute, vas-y. Ouais, alors sans spoiler, je vais faire gaffe. Oui, attention à ça. Alors faut pas commencer tes phrases par à la fin, Louise. Tu supprimes ça. Non, moi je suis partie pareil, je me suis dit voilà, je vais avoir un film je connais pas du tout la trame et tout. Ce que j'ai trouvé vraiment chiant en soi, c'est que la trame est vraiment trop classique. J'ai l'impression de revoir un Star Wars ou un Seigneur des Anneaux. Voilà, avec le retour du roi exilé, le roi usurpateur et la résistance. Voilà. Et je trouve que le schéma est très classique et c'est du surcollage de surcollage. Donc en fait, on sait très bien comment ça va finir. Voilà. Attention, sans spoiler. Après, le plus, j'ai beaucoup aimé cette épique de la loose. Justement. C'est vraiment, tout est basé là-dessus. C'est des nuls battent en nuls contre des nuls. Voilà. Et j'ai trouvé ça super drôle et c'est réussi et j'adore. Vraiment ce type d'humour que j'aime. Et sur l'humour, tout est millimétré, quoi, sur la langue, sur les calembours. Il y a du, c'est pas vulgaire, c'est pas pipi caca, mais voilà, il joue avec une panoplie d'envolées de langue française. Enfin, j'ai vraiment adoré ça aussi, les jeux de mots. Et j'ai vraiment trop ri avec les costumes. Alors les Saxons et les Burgondes. Voilà, vraiment, je me suis régalée aussi sur les paysages. Et Lancelot, non mais le gars déguisé en droïde. Je sais pas d'où sortent ça, mais bon voilà. Sur la panoplie d'acteurs aussi, Christian Clavier, je trouve qu'il joue très bien le mec de droite. Ça lui va trop bien. Mais c'est son rôle depuis très longtemps. Mais c'est surtout qu'il joue pas du coup. C'est ça, c'est son rôle. Mais c'est très réussi sur l'humour, mais sur la trame, c'est trop classique et j'avais l'impression de regarder aussi un mélange de Game of Thrones aussi sur les paysages, enfin tu vois sur la citadelle. J'ai l'impression que j'avais déjà vu ça, mais avec beaucoup d'humour. Voilà. Et voilà est-ce mon point de vue. Est-ce que du coup, tu vois, sur l'aspect de... Ça a été vendu en disant si vous connaissez pas Kaamelott, vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que personne qui n'avait pas vraiment suivi Kaamelott ? Sur je crois que c'était la première demi-heure, ils font une intro hyper didactique. Mais il faut pas rater les dialogues. C'est-à-dire que ça va être une petite phrase qui va te dire, par exemple, quand t'as la belle famille, qui va expliquer, même quand le duc d'Aquitaine dit, la légende dit que c'est toi qui as laissé le trône à Lancelot. Et c'est plein de petites phrases. Et je crois qu'il voulait éviter l'espèce de dialogue en veux-tu, en voilà pour faire des résumés. Et je crois que c'est assez intelligent ce qu'il a fait pour les ça marche selon toi ? Est-ce que tu t'es senti perdu ou pas du tout ? Non, je me suis pas sentie perdue parce que la trame est relativement simple. Après, sur le grand éventail de personnages, c'est un peu complexe. Mais voilà, par exemple, sur la dépression de Arthur, dont vous parliez sur la saison 5 et 6, on le voit dans son état psychologique général. Et on parlera de la suite du film, mais voilà, sur la dépression, on comprend pas. En fait, Arthur, il est assez passif, quoi. Et on comprend pas trop d'où ça sort, quand on a envie qu'il se secoue, mais je crois que ça fait partie aussi du truc
du roi loser qui veut pas y aller, quoi. Donc voilà, voilà pour mon avis, puis on creusera après. Pas spoiler, quoi. Ok. Fred, est-ce que tu veux donner ton avis sur le film ? Bah alors moi j'étais un peu comme Steven, avec des craintes et des espoirs quoi sur ce truc-là. Je pense que Kaamelott de fait c'est quand même la série que j'ai le plus vue, sans doute, parce que alors elle est multidiffusée en permanence. Oui, c'est difficile. Enfin moi je suis assez. Traître. Non mais c'est un traître. Il m'a dit la série que j'ai le plus vue c'est Les Sopranos et là il est en train de dire c'est Kaamelott. Mais non, pas pareil. C'est pas du tout pareil. Je t'embête. Les Sopranos c'est la série que j'ai le plus vue volontairement et avec des DVD, des choses comme ça. Là Kaamelott, si tu veux, en fait le truc c'est qu'à chaque fois que ça passe à la télé, je le mets en fond. Tu vois, c'est pour ça que je trouve ça assez extraordinaire que des gens puissent être passés à côté, parce qu'on dirait qu'on n'a pas le choix, quoi. Ouais. Et enfin, je pense que une fois par semaine depuis 12 ans, il y a une soirée Kaamelott quelque part sur la TNT. Enfin, sur les groupes M6. Et moi, je regarde à chaque fois. C'est-à-dire, je le mais en fond, même si je lis, même si je fais un autre truc à côté, parce que justement, la musicalité, j'adore quoi, cette musicalité d'écriture. Donc, c'est vraiment une série quand même que je porte vraiment. Enfin, elle me parle quand même vraiment énormément. Et puis même l'aspect, de ce roi un peu dépressif, qui est il parle quand même de quelqu'un qui veut apprendre aux autres, et les autres vont tellement plus lentement que lui qui s'énerve un peu à la Louis de Funès, effectivement. Mais voilà, ça parle de ça et de quelqu'un qui du coup va être déprimé, machin. Bon, tout ça me parle pas mal. Et en plus, je trouve qu'il y a une vraie velléité d'auteur, quoi, de ce truc de se dire, à la fois d'auteur et à la fois de quelqu'un qui a un peu le melon, effectivement, de vouloir tout faire et de dire que les autres vont forcément plus lentement que lui là-dessus. Donc dans Kaamelott, c'est traité humoristiquement, mais je pense que c'est quand même un vrai parallèle avec sa vie. Hein, Il suffit de regarder en interview. C'est le roi Arthur, mais moins sympa, quoi. Mais oui, en version sérieux et comme ça, complètement. Mais et comme elle devait l'être sans doute Louis de Funès aussi, hein, dans la réalité, il paraît qu'il était pas du tout marrant, quoi. Tu vois, Louis de Funès, il était un peu comme ça. Tyrannique, il était complètement tyrannique. Moi, j'ai un peu plus humble peut-être. Alors, bon. Et bref, il y avait des choses que j'aimais beaucoup là-dedans et d'autres choses que j'aimais moins, et donc j'avais un peu peur. Et donc le film. Et effectivement, au début, franchement, moi j'étais emporté, j'étais très content de revoir cet univers, de revoir des nouvelles, d'entendre des nouvelles répliques qui fonctionnent très bien. Je trouve que le film, son premier tiers marche très 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 bien. Il met des très bons acteurs dès le début. On va pas dire qui on voit dès le début, on le dira en spoiler, mais moi vraiment je les ai trouvés formidables là, les gens qu'on voit au début. Ça marche très bien jusqu'à un certain point qui effectivement doit être peut-être la moitié du film. Et le problème c'est que le film, je trouve, devient de moins en moins bien au fur et à mesure qu'il se développe, jusqu'à arriver à la fin à des choses qui marchent pas du tout, mais alors à un niveau que j'aurais même pas imaginé. L'action, il sait pas la filmer, et c'est même gênant des fois. Il y a des plans qui sont gênants, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de jamais. C'est même un gars. Non, mais il y a des plans. Tu vois les plans à la fin, quoi, notamment. Il y a notamment des contre-plongées. On les fait pas comme ça. Ça n'existe pas parce que c'est vraiment pas bon, quoi. Le résultat est hyper kitsch, hyper mauvais. Et du coup, en fait, le problème, c'est que les problèmes qui arrivent à la fin, qui deviennent très très puissants et présents, mettent en lumière les problèmes qu'il y avait dès le début, en fait. Ouais, mais il tombe dans le kitsch, t'as raison, quoi. Vraiment, on dirait du Highlander. Mais c'est exactement ce que j'ai pensé. C'est Highlander, mais version série télé, quoi. Alors les gars, moi je vais défendre Highlander, mais Highlander, au moins on sait filmer un con. Non, mais version série télé. Ah oui, d'accord, pas le film. Non, même pas le film. Mais moi aussi, Louise, comme toi, j'ai pensé à Highlander à la fin, avec un côté, mais encore plus kitsch. Highlander 2. Voilà, si vous voyez la référence. C'est Highlander 2 à la limite. Mais vraiment, j'étais là, mais c'est pas possible. Pourquoi il fait ça ? Enfin, vraiment. Un petit peu de telenovelas aussi. Hein. Oui, du Highlander et du telenovelas. Ah ouais. Mais il y a un moment où, justement, en plus, un film, normalement, même si t'es dans la politique des auteurs, c'est quand même une œuvre collective, quoi. Ouais. Et il y a un moment où tu vas chercher une deuxième équipe, tu vas chercher un mec qui sait faire des combats, tu vas chercher un mec qui sait monter les combats, ou qui va savoir faire des valeurs de plan, des choses comme ça. Et là, il le fait pas. Et alors, le truc, c'est que ces problèmes de réalisation qui sont éclatants à la fin, mais on se dit mais en fait depuis le début on a que des chants contre chants, des trucs qui font série télé, des personnages. Il y a le grand méchant, je pense on sait qui c'est, mais je vais même pas le dire, mais le grand méchant qui est pas du tout écrit, il existe pas, mais du coup on se dit mais en fait qui existe depuis le début de ce film ? Il y a
personnages qui existent depuis le début du film. J'ai Arthur, quoi. Oui, à part Arthur, et encore, même, tu vois, si on sait pas... Guenièvre un petit peu. Ouais, mais là aussi, elle est enfermée dans un truc, moi je trouve pas... Ouais, par rapport aux autres, c'est le seul personnage où il y a une réflexion. C'est un truc, je voulais... Pardon, je te coupe vite fait, mais c'est un truc, moi je les connaissais pas, ces personnages-là. Et du coup, j'ai eu la vision de qui était écrit et qui était pas écrit. Alors, il y a quasiment personne qui est écrit, déjà, comme personnage, et celui qui est écrit, donc Arthur, il est super mal écrit. Il y a des choses qui... Moi, je pense qu'effectivement, si on a... Dans le film, tu vois. Si on n'a pas le truc de la saison 6 et que ça fait de toute la série avant, Arthur, je le trouve pas formidablement écrit non plus. Donc, il y a ces trucs-là. Alors qu'en 2 heures, j'ai l'impression qu'il voulait vraiment dire, voilà, il y a 12 ans, on avait ces persos, on vous les donne. Et je trouve qu'il y a des sketchs qui sont extrêmement longs. Et des sketchs qui reposent sur l'humour verbal. Et des fois je trouvais ça trop long, quoi. C'est marrant pour des gens qui connaissent pas la série. C'est marrant que tu emploies l'expression de sketch, en fait, parce que c'est exactement le ressenti que j'ai eu. C'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai eu l'impression de voir une accumulation de sketchs, mais vraiment comme si c'était filmé comme des sketchs et pas comme si j'assistais à un film de cinéma, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une grosse limite du film, quoi. Alors, oui, il y a tous ces trucs-là. Et alors, donc, pour continuer le truc entre la fin qui met en lumière les problèmes qui sont là en fait depuis le début. Donc, il y a ça avec le personnage donc du grand méchant, mais en fait les personnages de tous. Ouais. Et on se dit, effectivement, qui existe là-dedans. Certes, il fait la part belle à la musicalité des acteurs, mais pas du tout à la construction des personnages. Ouais. Et puis après, il y a des problèmes aussi je dirais, de montage. Alors là aussi qui explose à la fin, mais en fait depuis le début on se dit le montage soit il est surcoté, c'est-à-dire là on a des plans qui durent une demi-seconde des fois, alors que justement c'est assez bizarre dans des dialogues, etc. Alors et puis très long. Ouais. Et en plus avec des ellipses sorties de nulle part. Les ellipses sont chelous. Et des ellipses qui là pour le coup pour moi presque foutent la dramaturgie du film en l'air. C'est-à-dire que quand tout à coup on a, alors je vais pas, non, on va en parler en spoiler, ça, pardon. Mais il y a vraiment des ellipses qui moi m'ont gêné, mais à un niveau énorme, parce que du coup ça fout les personnages en l'air, quoi. Ouais. On n'a pas leurs retrouvailles, on n'a pas des scènes de transition, on les voit pas voyager, on sait pas pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Là il y a vraiment un gros souci là-dessus, quoi. C'est un montage qui suit l'absurdité un peu aussi du scénario. Non, parce que le truc, c'est que j'ai regardé, le film fait 2h00. Et le dernier film qui faisait 2h00, c'était la Justice League, pas de Zack Snyder qui fait 4h, mais celle de Joss Whedon, là. C'est-à-dire que c'est quand même une volonté des studios de dire on fait un truc de 2 heures maximum, parce qu'en 2 heures maximum, on peut maximiser les séances durant la journée. Si le film il fait plus de 2 heures, on peut pas maximiser les séances. Alors que si tu fais 2 heures pile, tu peux faire des séances toutes les 2 heures, justement, toutes les 2 heures et quart, quoi, disons, et tu maximises le truc. Et ça, c'est une volonté forcément des producteurs. Et qu'est-ce qui saute dans un film quand tu dois faire 2 heures pile? C'est évidemment toutes les scènes de transition, toutes les scènes qui sont pas indispensables au récit, mais du coup, ça enlève toute la continuité du récit, c'est-à-dire il y a plus de colle entre ces trucs-là. Alors là, pour le coup, tu vois, je suis même pas sûr que ça soit un problème de montage ou un problème de 2 heures. Je pense que vraiment, en fait, il a pensé son film comme il pensait Kaamelott. Et pour moi, c'est un des trucs que je retrouve, même s'il dit qu'il fait pas forcément du fan service. En fait, je me retrouve dans un film de fan service avec cette musicalité des dialogues, comme tu dis, qu'on retrouve très nettement, mais en fait fan service finalement... oui il y en a. Oui, c'est vraiment et moi je m'y retrouvais pas là-dedans. Mais juste pour finir là-dessus, c'est que en fait le début du film, il y a ces scènes de transition. Il y a tous ces trucs-là. C'est-à-dire que le début, il a quand même voulu amener les gens dans son univers, et justement, ces scènes de transition, elles sont encore là. Et je pense que quand même que c'est vraiment celles qui ont sauté quand il a fallu que ça fasse 2 heures pile. C'est ça qui a sauté directement. Et je te dis, moi, le début marche très bien, même au niveau narratif. Il y a c'est que dalle, mais il y a des petits plans où on voit des gens marcher d'un truc à l'autre. Il y a la musique, il y a des choses comme ça. Il y a quand même ce côté voyage du héros, voyage épique, parce que c'est quand même Star Wars, effectivement, tu l'as dit, Louise, mais c'est vraiment ça. Il nous fait son Star Wars Retour du Jedi. Il y a vraiment des scènes qui font énormément penser au Retour du Jedi. Et tout ça saute à un moment donné du film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le film, il n'y a plus. Il n'y a plus du tout ça. Mais ce qui change avec la fin, c'est que sur la première moitié, c'est pas statique. Justement, il est en itinérance, en fait, Arthur. Exactement, oui, il y a un voyage qui commence.
Et ensuite, il a recours au flashback à partir de la deuxième partie. Alors ça on en parlera après. Alors les flashbacks, c'est un gros problème du film aussi. Ouais. Donc, et à partir du flashback, j'ai commencé à moins y croire. Ouais, mais je comprends. Voilà. Ouais. Est-ce que avant de passer au spoiler, on demande l'avis à Gaët? Bah oui. Bah moi, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que j'ai pas assisté à quelque chose de désagréable. Comme je le disais, je connaissais pas du tout l'univers de Kaamelott, donc j'y allais vraiment en tant que non connaisseur Déjà, je suis pas forcément un bon connaisseur du mythe Arthur, voilà. Je suis pas du tout un connaisseur de Kaamelott, et du coup, j'y allais vierge de toute connaissance sur le sujet. Et du coup, j'ai eu un peu peur d'assister à un film dans lequel je comprendrais même pas l'humour, etc. Et alors là, à ce niveau-là, c'est vrai que on est obligé de reconnaître en fait que les dialogues sont quand même extrêmement bien écrits. Et les dialogues qui veulent te faire rire te font rire. Mais son génie est là, oui. C'est clair. Et tapent juste systématiquement. Ouais. Après, comme je le disais, le problème, c'est que j'allais voir un film de cinéma. Un film de cinéma, en plus, dans ma tête, j'allais voir un film de grande ampleur, un peu ces films français qui étaient produits, par exemple, ou réalisés par Alain Chabat, tu vois, comme le Marsupilami, comme Astérix Obélix Mission Cléopâtre, etc. Donc un espèce de spectacle qui se voulait aussi ambitieux visuellement. Et en fait, j'ai été hyper déçu parce que il n'y a pas une seule scène, en fait, dans le film qui soit épique. Ouais. Je me dis, bon, tu décides de faire un film sur le roi Arthur, même si c'est de la comédie et que c'est un peu de l'anti-spectaculaire, tu peux me faire quand même des scènes d'action, des scènes de bataille. D'autant plus qu'il va chercher, il est vraiment dans le créneau Heroic Fantasy, quoi. Bah oui. Et on sent bien qu'il essaye de faire un peu du Seigneur des Anneaux aussi, tu vois. Mais alors là, mais il n'y a aucune scène où tu t'es dedans, quoi, où tu t'investis auprès d'Arthur. Et c'est hyper chiant. Après, en termes de galerie de personnages, moi je les connaissais pas, ces personnages. À la fin du film, en fait, je les connais toujours pas. Absolument. Je les connais toujours pas. Donc dire que tu peux venir vierge au cinéma, c'est pas vrai. Mais c'est un gros problème, c'est qu'il a voulu mettre tous les personnages de Kaamelott, même les plus secondaires, dans ce premier film. Et plus des nouveaux, quoi. Et plus des nouveaux. Genre on va pas le dire, mais voilà. Moi, je pensais qu'il y aurait quelques personnages qui apparaîtraient au deuxième film. Par exemple, moi, je voyais par exemple Merlin arriver plus tard aussi, et arriver un peu en cador, tu vois, du mec. Très déçu. Voilà, vous m'avez pris pour un con, mais regardez-moi dans la forêt, tu vois, je suis un cador. Et là, il met tous les personnages secondaires, machin, il les met tous, sauf un, on en parlera après. Et effectivement, plein de nouveaux. Ouais. Effectivement, on peut rien développer avec ça. Il faudrait compter le nombre de persos qu'il y a dans le film. C'est hallucinant. Et chacun, du coup, est la caricature de lui-même. C'est-à-dire, il doit se caricaturer ses propres personnages pour qu'on comprenne immédiatement qui ils sont et comment ils pensent. Et du coup, c'est hyper marqué, je trouve, sur le roi Lot. Mais tous, moi je trouve. Même Perceval, il m'a. Tout ce qu'il dit, personne normalement, il est complexe quand même, Perceval. Par exemple, Caradoc, c'est ça, son nom? Ouais, lui aussi. Caradoc, par rapport à ce que j'avais vu à la télé, je le retrouvais pas en fait. Par rapport à l'image que je m'étais faite de lui. Il y en a, soit ils existent pas, soit ils sont caricaturaux. Et du coup, l'effet que ça a eu sur moi, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai même plus cherché à savoir qui était tel ou tel personnage. Je me suis dit, laisse-toi porter par les dialogues et rigole quand il faudra rigoler parce que mais c'est vraiment ça. Et en plus, il y a un truc quand même que j'aimerais mettre en avant. Je me demande dans quelle mesure ce délire de la punchline, parce qu'en fait il est vraiment là-dedans, Alexandre Astier, c'est-à-dire la réplique qui va te faire rire exactement au bon moment. Dans quelle mesure c'est tenable sur un film qui dure 2 heures? C'est-à-dire qu'en fait tu passes à côté, moi je suis passé à côté de quelques blagues dans le film où les gens rigolaient, je me dis merde, j'ai loupé un truc, parce qu'en fait tu déconnectes un peu et tu passes à côté de la blague. Donc je me demande dans quelle mesure... C'est vrai que ce format qui était hyper bien pensé pour les trucs de 3 minutes, sur un film de 2 heures, on ne fait pas pareil, quoi. Bah oui, mais dans les épisodes longs de la série, alors là aussi il y avait des problèmes de rythmique, mais du coup il n'y avait pas ce côté punchline comme ça tout le temps, quoi. Et là ça va presque trop vite. En fait, j'ai une suraccumulation dans mon esprit, même sur la première partie. Parce que c'est caricatural. Ça correspond aussi à ce que vous disiez, avec l'impression de sketch successifs, quoi. Un plan, on se téléporte dans un autre endroit, il y a une caméra, 3 personnages, il y a 2-3 échanges, interactions, et puis on passe ailleurs. Et la dernière chose qui m'a saoulé, c'est Obélix, je trouvais mieux fait. Ça faisait moins accumulation de sketch. Parce que je pense qu'Alain Chabat, il a pleinement conscience des capacités et de son médium cinématographique, là où Alexandre Astier n'a peut-être pas encore pris le plein potentiel de ce qu'il peut faire avec le cinéma. Là où Alain Chabat, il maîtrise à mort, tu vois. Et puis il faut dire un truc, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'est quand même un grand film choral, quoi. Qui a été écrit à plusieurs, vu à plusieurs. On sent que Alain Chabat, il s'est fait aider pour certaines scènes, etc. Mais du coup, puis il laisse parler aussi tout le monde. Il y a des types d'humour
différents. Enfin, il y a plein de choses là-dedans. Alors que là, on sent que c'est un gars qui a voulu tout faire. Tu vois que Chabat, il a été formé avec les nuls, donc en écriture collaborative. Surtout que les nuls à la base, c'est quand même des gens qui se connaissaient pas. Et ils avaient des auteurs eux-mêmes. Hein, ils avaient des auteurs, donc il y avait toute une équipe. Mais même les 4 nuls qu'on connaît, c'est des gens qui se connaissaient pas. C'est la production qui leur a dit vous allez bosser ensemble. Et là où Astier, il a toujours tout fait tout seul. Et là, la dernière chose qui m'a saoulé, mais qui m'a vraiment beaucoup saoulé, c'est qu'effectivement, il ne veut pas se faire aider, très bien. Mais à un moment donné, si tu sais pas faire autre chose que filmer plein cadre les visages de tes personnages, oublie le cinéma, quoi. C'est pas grave. Il y a une grammaire du cinéma qui l'a pas. Mais non, il l'a absolument pas. Soit c'est du plan, soit on a un plan large sur l'ensemble des personnages, soit on a un plan rapproché sur une figure de personnage. Et des fois, on sent qu'il a filmé dans tous les sens et qu'il a cuté un peu comme il avait envie. Donc il voilà, essaye je reconnais la musique. Pardon, il essaye aussi d'injecter ces plans fixes là qui faisaient un petit peu le charme de la série, je crois. Mais c'est pas qu'il essaye, c'est qu'il y a une grande partie du film, ce n'est que ça. Le problème, c'est que pour moi, on voit un film, tu vois, justement, on voit pas des sketchs Kaamelott. Et c'est là où pour moi il y a une espèce de paradoxe. Il y a une erreur de catégorie en fait. C'est clairement pas un film de cinéma. Hein. La grammaire cinématographique n'est pas là. Elle est là au début. Franchement, pour moi, les premières scènes, il y a quand même, il y a tout ça. Et après, il l'oublie, comme tu dis, comme vous disiez. Ça passe d'une scène à l'autre, comme d'un sketch à l'autre. Et oui, la grammaire ça arrive assez rapidement, ça, je trouve. Moi, très très rapidement. Enfin, je vais pas dire exactement à quel moment, mais on dira en spoiler. Mais oui, pour moi, ça arrive assez rapidement. J'ai une idée assez précise de quand ça arrive. Donc en gros, pour résumer, c'est que on peut pas dire que ça soit mauvais. Hein. Honnêtement, c'est un film qui fait rire. Si vous y allez, et je pense que les fans de Kaamelott, ils vont y aller pleinement leur compte, tu vois. Mais je pense vraiment. Et ils y sont déjà allés. Ils y sont déjà allés. Mais moi, je suis quand même fan. Et pour le côté cinématographique, je suis désolé, mais c'est moyen moins. Quoi. Ah oui, même en dessous, je trouve. Pourtant, j'ai passé un bon moment quand le film s'est terminé. J'étais content. Pareil, j'avais rigolé. Il y a des nouveaux, il y a des nouvelles phrases, des nouveaux trucs, l'histoire continue. Et puis après, non, je me suis vite rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui vont pas du tout là-dedans. Hein. Bon, est-ce qu'on ferait pas du coup, à partir de maintenant, une partie méga spoiler de la mort? Alors attention à spoiler. On va spoiler comme des bâtards. À la fin, Louise, c'est bon, Louise, tu peux y aller. Tu peux y aller. Vas-y, à la fin. Qu'est-ce qui se passe à la fin, Louise? Ça fait une demi-heure que je me retiens. Ça fait 1h12. Est-ce qu'on peut essayer de, contrairement à ce qu'on a fait sur Fast and Furious, partir sur une note plus positive? Qu'est-ce que, je sais pas, un moment qui nous a plu, quelque chose qui vraiment a marché selon vous? Alors moi, c'est vraiment le début. La j'étais scène emporté d'intro, immédiatement. et voilà. Et en fait, Alexandre Astier, là encore, donc comme on a dit, c'est pas un réalisateur, etc. Par contre, c'est quand même un grand directeur d'acteurs, quelqu'un qui va pouvoir tirer des choses des acteurs absolument géniales, parce qu'il comprend leur phrasé, leur musicalité. Et il fait pas n'importe quoi, il sait ce qu'il fait. Il commence par qui? Il commence par Guillaume Gallienne, qui est énorme. C'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire avec justement la musicalité d'Astier là-dedans. Et avec un personnage qui en plus est pas, tu vois, il a pas une grande histoire, etc. Non, il a pas un grand truc, et c'est plutôt un personnage à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir Guillaume Gallienne. Enfin, il joue pas ce genre de personnage normalement. Il est énorme dedans. Alors justement là, en termes de musicalité de la voix, c'est formidable. Et Astier, là aussi, les débuts de film, c'est souvent quand même des déclarations d'intention. Il va montrer une scène sur un bateau, ce qui n'avait jamais eu lieu dans la série. La série s'arrêtait toujours, le bateau était sur la côte, il n'y avait jamais une scène en mer. Donc là, il montre, la nouveauté, mais ça s'arrête là. Mais il montre... il veut quand même dire ça, il veut quand même dire on va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans la série, ça y est, on est au cinéma. Genre, ça y est, j'ai du budget maintenant. Voilà, on est sur un bateau. Et il commence par un acteur qui est absolument génial, qui est Guillaume Gallienne, et qui arrive à faire des trucs super, même après il y a Clovis Cornillac qui balance des trucs. Ah merde, tu m'as piqué mon truc, mec. Je voulais dire juste les deux. Non, mais en tout cas, mais voilà, le début, moi, m'a vraiment emporté. En plus, là, pour le coup, il y a une bonne réalisation, il y a des vraies scènes de transition dans le désert quand il marche. Tu faisais la remarque que ça ressemblait à Star Wars au niveau de la musique. Et c'est vrai, il y a du John Williams immédiatement. Oui, c'est vrai. Moi, c'est les toutes premières notes. Mais il y a vraiment toutes premières notes au moment où en plus on a les écritures qui nous racontent et qui s'effacent. Qui font un peu Star Wars. On n'est pas très loin quand même des écritures qui s'en vont. On a deux notes de faire du John Williams à chaque fois. Mais oui, complètement.
Et bon, mais de toute façon, il voulait faire son Star Wars, et notamment au niveau de la structure du scénario, c'est vraiment du Star Wars. C'est vraiment un voyage du héros. Il est passionné par ça, Astier, là ça se voit. Mais comme tu dis, Louise, d'ailleurs, c'est peut-être un peu trop classique du coup dans ce truc-là. Ouais. Mais bon, voilà, disons moi le début m'a emporté, et en fait, pour moi, ça bascule après le Duc d'Aquitaine. Ouais, exactement. Voilà. Pour moi, à partir du moment où il s'en va avec le Duc d'Aquitaine, c'est jusqu'au Duc d'Aquitaine, on est au top. Enfin, en tout cas, tout marche, tout fonctionne bien. Et dès qu'il part du Duc d'Aquitaine, mais vraiment la scène d'après, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive dans la forêt, exactement, dans la forêt où il y a Bohort et tout ça, ben là déjà il manque une transition, il manque quelque chose. Là, au niveau cinématographique, là, c'est vraiment là où je me suis dit. Et je pense qu'il manque une scène parce que le Duc d'Aquitaine disparaît comme par magie. Ah, bah il manque des scènes, moi bien aussi, sûr. ça m'a cassé les couilles. Oui, je pense qu'il manque une scène, il a dû la couper. Non. Pour moi, il manque une scène de transition, en tout cas. Oui. Le Duc d'Aquitaine, il s'en va parce qu'il l'abandonne pendant la nuit. Ouais. Donc je suis pas sûr qu'il manque la scène où le Duc d'Aquitaine s'en aille. Oui, mais il manque quelque chose. Une transition. Non, quelle est la motivation du coup du Duc? Enfin. Oui, voilà. On comprend ça. Non, en fait, je pense que vous comprenez parce que ce que vous me disiez dans la série, il a l'habitude de se barrer comme ça. Non, moi je trouve, on comprend parce qu'il arrête pas de dire, vous allez rencontrer la résistance. Ouais. Et il l'emmène. Il y a une truc un peu lourd de, on va vers le nord, non, on va vers l'est, on va vers le nord, non, on va vers l'est. Et c'est évident. En plus, pour ceux qui connaissent la série, c'est vrai, ils disent qu'ils sont sur les terres de. En gros, il dit pas les terres de Bohort, mais mais c'est il est à là où Gaunes. il vient, voilà, exactement. Il est à Gaunes, donc nous on sait que c'est ça. Mais tu vois, comme il arrête pas de dire, on va faire un goûter, je vous emmène au nord, non, je vous emmène à l'est, etc. Et que le matin il est pas là, moi je me suis dit, bon bah ok, la résistance elle est là. Alors juste, après je termine là-dessus. Vas-y. C'est une parenthèse, mais juste tu fais jouer ce personnage-là par Alain Chabat. Et moi, tu vois, je connais pas la série et c'est hyper bizarre de voir Alain Chabat disparaître au bout de 20 minutes de film comme ça. Mais dans la série, c'est vraiment un petit personnage. Voilà, c'est un guest, exactement. D'accord. Ok. Bah, de toute façon, moi je dirais que les personnages ils sont tous traités comme les traités à un la petit Chabat. peu, oui, c'est des guests ou des caméos, c'est plutôt ça, complètement. Oui, Géraldine Nakache, elle était déjà dans la série. Oui, pareil. Elle joue le même rôle. En duchesse. Ok. Elle joue grave bien d'ailleurs. Mais là, c'était vraiment ça, parce que là par exemple, je veux pas faire le prof de narration cinématographique, machin, mais tu vas le faire. Oui, voilà. C'est une précarisation, ce que je viens de faire, évidemment. Mais là, tu vois, juste une scène où tu vois Bohort, par exemple, préparer cette table ronde improvisée, tu vois, parce qu'il aime bien en plus mettre des fleurs, des trucs comme ça, et puis tu vois, tu le vois un peu triste, un peu machin, mais que quand même, il a refait une table ronde, tu vois, tout seul dans la forêt, machin. Mais juste ça, là, c'est du show don't tell, du cinéma, mais juste ça aurait duré 10 secondes, et d'un coup, ça donnait quelque chose au personnage de Bohort, tu vois, d'un coup. Il n'y avait pas besoin de dialogue, mais sauf que sans dialogue, Alexandre Astier, encore une fois, il ne sait pas mettre des scènes qui ont du sens sans les dialogues. Et là, du coup, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Du coup, on est sur ces scènes qu'on a bien aimées ou ces passages qu'on a bien aimés. Louise, est-ce qu'il y a un truc, toi, que tu retiens dans ce film c'est comme Fred. C'est comme Fred, tu vois. J'ai vu la scène d'ouverture avec Guillaume Gallienne. J'ai vraiment ri, quoi. Okay. Là, c'est vraiment fort. Après, je me suis dit, mais qui est ce type où est-ce qu'il veut nous emmener et tout. Et du coup, j'étais intriguée dès le départ. Et après, ce qui suit, c'est l'arrivée des Saxons à Camelot. Et là aussi, avec j'ai trouvé cette scène très réussie. Avec Sting et tout, mais Sting apparaît déjà dans le trailer, j'ai vérifié. Donc c'est pas forcément un spoiler, tu vois. Mais là, on a le droit, là. Non, mais Louise, on a le droit, on est en partie spoiler. Lâche-toi. Non, et du coup, quand ils sont en train de parler avec les Saxons, je crois, ils font une forme de sous-traitance pour que les Saxons cherchent Arthur. Et qu'en même temps, on voit ce petit groupe de jurisconsultes un peu véreux. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est ça, la première demi-heure. J'ai trouvé ça très réussi, quoi. Puis super drôle. Avec les Saxons déguisés en punk, moitié garde royale de Buckingham Palace. Et puis ce petit côté, justement, on veut montrer l'étendue du royaume et la diversité de cette époque et tout. Non, je trouve ça très réussi. Et puis Antoine Decaune, une question, est-ce qu'il est dans la série aussi? Ouais, aussi, il y a le même truc, non, après, ce petit groupe là de conseillers. En fait, c'est les renégats, c'est-à-dire quand Lancelot a fait ses sessions et est parti avec Guenièvre et tout ça, il y a le roi Lot et puis les autres là qui sont autour de lui qui ont soutenu Lancelot, quoi. Donc c'est oui, à ce propos, juste une parenthèse, est-ce que tu te souvenais que le père Blaise faisait partie
des renégats. Ah non, il faisait pas partie des renégats du tout, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, est attaché au pouvoir plus que à Arthur. Je me souvenais pas que dans la série on avait eu cet indice. Non, il y avait pas. C'est le scribe officiel, disons, du pouvoir. C'est le scribe et le prêtre. Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est l'envoyé du Vatican en fait, sur le pouvoir de l'ogre, quoi, du royaume de l'ogre. Donc, du coup, il est là, mais comme le jurisconsulte, quoi. Finalement, ils servent le pouvoir, quoi. Steven, il y a une scène qui est drôle aussi, c'est quand on retrouve du coup le papa de Arthur, c'est ça Non. Le beau-père. Le beau-père, pardon. De Guenièvre. Donc là, pareil, on a des changements d'espace. C'est toujours pareil dans la première partie du film, et je trouve ça assez sympa justement de changer. Ouais. Et, quand on les voit faire leur potager là. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'écoutais les gens rire dans la salle. Et les blagues sur le jardinage et le bêchage, ça faisait rire à chaque fois. Tu vois, les gens les boomers, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y avait quand même des sketchs dirigés à mes parents, tu vois. Alors, je pense que c'est parce que en fait, le personnage de Léo Dagan, il est diamétralement opposé à ça, quoi. C'est-à-dire que normalement, c'est un chef de guerre qui adore justement les machines de guerre. C'est pour ça qu'il est fasciné quand les Burgondes arrivent avec leur trébuchet et tout ça. C'est un gars qui est obsédé par la défense, par les grandes machines de guerre, par les tours de défense, etc. Merci de le préciser parce que du coup, je voyais tout le monde se marrer. Et moi, ça me faisait chier parce que je comprenais pas trop. Et du coup, le voir en jardinier, c'est l'exact opposé de l'image qu'on pouvait avoir de lui, en fait. Normalement, c'est plutôt un personnage tyrannique. Exactement. C'est le mec qui à chaque fois veut décaniller des gens, qui veut faire des pendaisons publiques, etc. Donc le voir bêcher des betteraves, c'est pas normal, quoi, dans le truc. Là, c'est vraiment un décentrement du personnage, je pense, plus que des blagues sur les blettes qui ont fait rire. Steven, une scène qui t'a marqué? Une scène qui m'a marqué, pour pas redire sur le début, où je suis globalement d'accord sur le début. Cinématographiquement, il n'y a pas vraiment de scènes qui m'ont marqué. J'ai bien aimé, je vais dire, le traitement de la relation entre Guenièvre et Arthur. On attend un peu, même si le biais qu'il prend pour nous expliquer ça, je le trouve désastreux. Mais le fait que, tu vois, il y a un prétendant de Guenièvre et qu'il laisse faire et tout, j'ai trouvé que c'était une manière sympa en fait de faire cette arrivée où c'est lui qui va lui ouvrir la porte, mais plus ou moins par accident, etc. Puis après, après j'ai pas compris pourquoi il fallait absolument qu'il monte. Oui, c'est pas clair non plus. Ouais, c'était un peu gratuit, c'était un peu lourd. Et surtout, le passage par les flashbacks, on y reviendra après, mais pour nous expliquer pourquoi, en gros, il va. Ça, c'est une catastrophe. Ça n'a aucun intérêt. Steven, pas une scène que tu détestes. Voilà, j'essaie d'expliquer ce que j'ai bien aimé, même si c'est pour moi un peu mal foutu. Mais voilà, le fait de voir Arthur pour la première fois, en fait, se tourner vers Guenièvre. J'ai trouvé que c'était à la fois attendu, on attendait ce truc-là, il y a des indices dans les saisons précédentes qui nous donnent. Là, j'ai trouvé ça cool de voir ça. Après, voilà, j'ai pas de scènes spécialement qui m'ont marqué parce que pour moi, il y en a pas des scènes marquantes. Mais ça n'empêche pas que. Qu'est-ce que vous pensez du Qu'est-ce que vous pensez du moment où il va chercher Excalibur et non, mais c'est ma scène, me le. Ces baraquements de touristes. Alors, justement, c'est la scène de Gaël, là, il va en parler. C'est pas tout à fait cette scène-là, c'est la scène d'après. Alors, la scène qui m'a fait marrer, moi, parce que je dis, c'est vrai que c'est pas cool de pas connaître l'univers, du coup, on est sur le carreau sur pas mal de trucs. Mais alors là, je pense que ça a eu un côté positif. C'est le comique de service, donc qui est Perceval, voilà. Je connaissais pas du tout ce perso-là. Et avant de retirer l'épée Excalibur, ils doivent faire un jeu. Alors qui est je sais pas quoi. D'ailleurs, le robot. Je sais plus. Robotoc, le Robocoq, je sais pas trop quoi. Et alors, cette scène m'a fait hurler de rire. Et je pense que ça a marché, d'autant plus que je m'y attendais pas. Et les camarades m'ont expliqué qu'en fait, c'est un truc assez récurrent dans la série. Et le fait que je le sache pas, pour le coup, ça a amplifié l'humour de la scène. Juste pour situer, Perceval, donc c'est le personnage qui vient du Pays de Galles et il propose toujours des jeux qui n'ont strictement aucun sens. Enfin, en tout cas, il comprend très bien. Visiblement, chez lui, tout le monde comprend, mais pour les autres personnages et pour le spectateur, c'est absolument incompréhensible. Et il y a ce truc en même temps, qui revient. Les jeux de Pays de Galles sont incompressibles, tu sais. C'est comme le foot australien, quoi. Prenez le foot australien. Personne n'a cherché à regarder ça, Louise. C'est peut-être ça, mais voilà, le truc de vous pouvez jouer avec un ballon si vous voulez, ça change rien. C'est les points qui comptent. C'est un truc qui revient souvent de vous voulez des dés, je sais pas, c'est pas grave, d'habitude on joue avec des bûches, mais on peut jouer avec des dés sans jouer. On comprend rien. Alors moi, tu vois, toi tu dis que t'as apprécié ça. Moi j'ai trouvé qu'elle marchait beaucoup moins bien cette scène parce qu'on l'a vu beaucoup mieux dans la série. Et c'est ça. On l'a vu beaucoup mieux dans la série. Mais du coup, je suis content d'avoir ton avis parce que
pour moi, et d'ailleurs j'ai l'impression que dans la salle, il y avait beaucoup de monde dans la salle, et il y a eu assez peu de rire sur cette scène-là par rapport à ce qui pouvait être attendu. Mais c'est bien, je comprends mieux pourquoi j'étais pas en harmonie avec le public. Mais clairement. Et c'est vrai, moi aussi, j'ai trouvé exactement pareil. C'est mieux fait dans la série, c'est plus marrant dans la série. Là, c'est long déjà. C'est long, c'est et très puis long. ça tire tellement vers l'absurde que. On voit juste des gens qui comprennent pas ce qu'ils font et on voit pas le. Je sais pas, il y a un moment. Je suis d'accord, il y a quelque chose qui marche pas. Attention, je dis pas qu'elle a du sens en soi, la non, scène, mais isolée, j'ai trouvé que pour le coup, en termes de mise en scène, c'est plat, encore une fois. Mais c'est assez paradoxal parce que j'ai trouvé que c'était pareil, il y avait du dialogue assez pertinent et tout. Mais voilà, ça me fait marrer. Mais moi j'ai trouvé que tu vois dans l'économie du film, c'était une scène qui était très très longue, qui vient péter un peu l'accès à Excalibur et tout. Il y a plusieurs trucs qui viennent péter là. Et qui en fait, j'ai trouvé pas si drôle que les autres, peut-être parce qu'on a l'habitude et qu'on a vu des trucs plus drôles. Toi Louis, t'en as pensé quoi, toi qui connais moins aussi la série? La scène du jeu là. Je connaissais le truc avec les dés, tout ça, mais j'ai quand même ri, surtout le moment où ils ont commencé à sortir les petites brindilles d'air. Moi ça m'a fait trop rire. Et là t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de phase de jeu, le ballon il sert à rien, la dame du lac elle saute sur le tas, enfin... franchement elle est drôle la scène. Enfin moi, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que ça peut être une scène très drôle. Oui. On fait les scènes qu'on a le moins appréciées ou pas? Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait Je peux commencer? Vas-y. Allez, comme ça je parle des flashbacks. Une scène de merde. Les flashbacks, c'est une horreur. Enfin, je ne comprends pas ce que ça fout là. Mais vraiment, c'est-à-dire... C'est Gladiator. Oui, on a fait Gladiator, t'as raison. Il faut que tu parles de Gladiator dans chaque podcast. Là, c'est vrai. Oui, là, c'est vrai. Mais non, mais surtout, c'est quoi cette sous-histoire dans l'histoire? Pour faire quoi? Nous justifier le truc de la musique parce qu'il l'a entendu? C'est assez bizarre. Moi, nous justifier qu'en fait, je sais pas, il était amoureux d'une fille, donc du coup, il va être amoureux de Guenièvre. En fait, j'ai l'impression qu'il essaie de se forcer à passer par-dessus le stop qu'il avait mis dans la saison 6, parce que donc pour ceux qui n'ont pas vu la saison 6, en gros depuis le début, enfin au moins depuis la saison 2, on comprend que Guenièvre ne tombe pas enceinte parce que Arthur ne l'a jamais touchée et ne veut pas la toucher. Au début on voit que c'est parce qu'il la trouve dégueu et qu'il préfère sa maîtresse. Oui, clairement. Et ensuite dans la saison 6 il y a une retcon. Ouais, voilà, il y a une espèce d'explication qui est beaucoup trop longue aussi il était amoureux d'une meuf, ils se sont mariés et elle lui a dit en gros tu peux coucher avec qui tu veux sauf avec ta prochaine femme. Et lui il dit d'accord et du coup il touche plus Guenièvre. Et là j'ai l'impression que pour retourner ça c'était forcé à l'époque, c'était déjà forcé et ça n'avait aucun intérêt. Non. Et là j'ai l'impression que c'est uniquement pour retourner ça qui va chercher et en même temps pour justifier j'ai pas compris pourquoi il tue pas Lancelot parce qu'il a tué une meuf. Ouais, je suis d'accord avec ça. Par rapport à Lancelot en fait c'est très bizarre le lien entre les deux scènes quoi. Mais complètement, sémantiquement ça marche pas. Mais oui, alors, du coup on pense qu'il épargne Lancelot parce qu'il ne veut pas se revenger c'est ça, dans le passé. Il y a ce style. Mais c'est forcé, en fait c'est forcé. Oui, en plus les ça marche arrivent mal. Vraiment juste avant. T'es là, tu dis en fait tu me l'as rentré de force dans l'intrigue pour mieux comprendre pourquoi tu vas pas tuer Lancelot. C'est une sorte de manière de faire de l'introspection mais qui est mais en fait encore une fois je trouve que dès que c'est pas du dialogue théâtral, Alexandre Astier il patauge, et que dans le show don't tell du cinéma, c'est montrer quelque chose pour pas le dire, et donc du coup faire confiance à sa réalisation pour montrer des choses et pour qu'il y ait du sens. C'est pas très subtil. Non, mais c'est même pas que c'est pas subtil, c'est que ça marche pas quoi. Là ça tape à côté. Moi je voyais ça un peu, vous savez on a comme dans Watchmen il y a ce truc là de l'épisode des pirates là, qui vient dans la narration, qui est un peu bizarre, on se demande machin, et qui à la fin fait sens comme une allégorie du monde qu'on vient de voir. Et j'ai vu ça un peu de la même manière, mais sauf qu'à la fin ça fait pas sens quoi. Bah non, c'est forcé en fait à chaque fois. Et du coup ça marche pas quoi. Et du coup on a ces trucs là. Alors je pense aussi que d'une part il fallait aussi que dans ce film il puisse rassembler tout le monde, c'est-à-dire le public de Kaamelott du début, le public de Kaamelott de la fin, et finalement que les déçus de Kaamelott puissent revenir. Et du coup à mon avis il a mis dans ses flashbacks tous les trucs qui marchaient pas très bien dans la série là. Il s'est quand même gardé un truc là qu'il aime bien, c'est-à-dire des trucs sans gag qui vont assez lentement, où il parle de choses un peu plus introspectives, mais ça marche pas du tout. Mais tu vois c'est un peu le truc, on disait que c'était un gars qui dans les premiers temps s'accommodait très bien des contraintes, notamment de temporalité, tout ça des épisodes, et en fait il commence à accumuler tellement de contraintes là
qu'il peut plus faire avec là. Il est face à trop de. Il aurait pu faire table rase. Moi je trouve. En tout cas, ces flashbacks, c'est une cata. Pour le coup, s'il fallait gagner pour tomber à 2 heures, moi j'aurais viré tout ça. Mais ouais, je suis d'accord. J'aurais mis autre chose. Quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ces flashbacks-là, même s'il n'y avait pas de limite de temps, j'aurais viré les flashbacks. Donc voilà, pour moi, ce qui marche le moins bien dans le film, c'est très clairement ça. Et aussi, il y a le moment où juste avant qu'il prenne Excalibur, il y a un flashback également qui casse complètement tout. Et c'est quoi déjà ce flashback-là? Je sais même plus. Il sert quasiment à rien, machin. Mais ça continue cette histoire-là, quoi. Cet arc-là d'Arthur Jeune. Il y en a 4 des flashbacks, ils sont disséminés n'importe comment dans l'intrigue. Il y a que celui qui est juste avant Lancelot, mais qui encore une fois je pense que c'est très artificiel. Il y a celui aussi avant qu'il aille chercher Guenièvre, tu vois, où il se rappelle qu'il était amoureux d'une gamine. Donc moi je pense qu'effectivement ils ont pour lui ils ont du sens. Ils sont mis là dans des moments très importants de choix de la vie d'Arthur, en tout cas pas de la vie d'Arthur, mais de ce qui se passe durant le film, du parcours d'Arthur dans le film. Mais à chaque fois, oui, c'est quelque chose qui va casser le truc. Moi, le flashback avant Excalibur, il m'a vraiment gonflé. Il aurait fallu faire un peu avant, c'est-à-dire au moment où peut-être Arthur marche vers Excalibur, et où là, il pouvait avoir ce flashback-là, mais surtout pas couper un moment qui est censé être épique. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de l'épique qui doit arriver, bam, il le casse. Il casse l'épique, soit avec une mauvaise réalisation, soit avec une mauvaise narration, soit avec des mauvais effets spéciaux. Enfin, il y a plein de choses. Mais en tout cas, l'épique est systématiquement cassé dans le film. Oui, c'est ça. On t'arrive à un climax, c'est ça. Il se saborde lui-même, quoi. Ouais, c'est-à-dire dès qu'il va pouvoir y avoir, ça y est, ça va pouvoir passer dans de l'heroic fantasy épique, c'est-à-dire ce qui normalement devrait être le cas justement du passage de Kaamelott au cinéma, quoi. Et ben c'est cassé, quoi. Une scène qui t'a saoulé, toi, Fred? Alors du coup, je parle de la fin. Merde, autre chose, deux fois. C'est pour ça qu'il faut parler en premier. Tu me demandes, moi j'ai. Non, mais t'as raison, juste faut que je trouve autre chose. Non, la fin, là, alors vraiment le combat entre Arthur et Lancelot, moi j'étais déçu. Mais alors, on a quasiment tout vu dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, on voit 3 images, c'est quasiment ça. Il y a 3 coups d'épée. Non, mais c'est une catastrophe. En plus, c'est des coups d'épée, genre je mets un coup. C'est là où on voit que vraiment il sait pas filmer du tout l'action. Alors c'est clairement une reprise du Retour du Jedi, du combat entre Luke Skywalker et Dark Vador avec l'étoile noire qui s'effondre en fond. Il y a vraiment la même chose, quoi. Ouais, mais là filmé d'hyper près et tout, donc ça marche pas. Alors voilà, c'est-à-dire que la réalisation est une catastrophe. Et là notamment, il y a effectivement un passage d'une kitscherie que j'ai jamais vue, avec une contre-plongée ridicule sur le visage d'Arthur au moment où il va peut-être tuer Lancelot, et il le fait pas. Et alors voilà, avec des éclairs, des effets spéciaux pourraves. Là vraiment, on était dans un très mauvais téléfilm des années 80. Tant au niveau des effets spéciaux, déjà c'est problématique, mais à la limite ça peut être le budget. Mais même de la réalisation, quoi, c'est-à-dire des plans de caméra, ça marche pas. Je pense vraiment que c'est dommage serré, que c'est des plans trop serrés, je trouve. Ah complètement, trop serrés. Tu regardes les films de KPDP, tu vois, t'avais quand même un plan général, quoi, pour filmer ça, et c'était mal fait, mais on arrivait quand même à regarder. Là, complètement. Et quand on dit qu'il n'a pas cette grammaire-là du cinéma, c'est pas lui faire injure de dire qu'il n'est pas génial partout. Parce que là, en fait, il a voulu être George Lucas, Luke Skywalker, John Williams, Marcia Lucas qui a monté le premier Star Wars et qui a donné la grammaire de Star Wars avec ça. Il a voulu être Gary Kurtz qui était le producteur qui maîtrisait George Lucas. Il a voulu être tout le monde. Et je voulais revenir sur ce truc des scènes d'action. Il y a un truc qui me plaît moi comme théorie, c'est de dire qu'en termes de mise en scène pure, ce qu'il y a de plus compliqué à faire au cinéma, c'est de faire une bonne scène d'action parce que c'est hyper dur de spatialiser. En fait, une scène d'action. Mais là, il y arrive. Et en fait, c'est là où on voit tes qualités de metteur en scène vraiment pures, tu vois, où t'es capable de rendre un truc dynamique, que ça soit clair, que ça soit lisible. En fait, c'est hyper compliqué. Mais là, les gens voient des scènes d'action et pensent que c'est tout bête, tout méchant, alors que c'est hyper complexe. Et là, je pense que le gars, effectivement, il est confronté à sa limite, c'est que là, t'es sur de la mise en scène vraiment pure. Là, on voit que pour moi, c'est de la mise en scène d'action comme on le fait au théâtre, où c'est figuré, quoi. On met 2 épées au gars, il se tape vite fait juste pour te dire il y a un combat. C'est exactement. Il n'y a même pas de chorégraphie, C'est pas mais non, mais même ça, tu vois, ils auraient pu prendre le temps, tu vois. C'est un homme de théâtre. Il y a aucune honte à ça. Au contraire, tout son génie vient de là. Son génie des mots viennent de là. C'est un homme de théâtre et de musique. Et grâce à ces 2 aspects, il a fait quelque chose d'incroyable au niveau des dialogues, des répliques, etc. Mais il faut que dans un film comme ça, il puisse déléguer des choses. Il peut toujours avoir la main, c'est-à-dire dire oui ou non à certaines choses, mais que des gens viennent l'aider pour des choses où il n'est pas aussi génial que là. Il peut pas être un génie partout.
D'ailleurs, juste avant de donner la parole à Louise et à Gaët sur les scènes qui les ont saoulés, quand on est sur les scènes d'action, moi j'ai été aussi très très déçu par l'attaque des Burgondes en fait. Mais oui, moi c'était mon deuxième truc. Laquelle attaque? Attends, il y en a trois. L'attaque réussie, des Burgondes où il y a l'élément musical qu'on voyait venir et qui était, qui était une putain d'idée. En vrai, j'ai été déçu, mais à un niveau. Mais tu sais, t'avais exactement la même scène avec les catapultes dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, justement, où le gars, Alain Chabat, il s'en sortait avec cette scène-là, justement. Ouais, mais là, tu vois, je m'attendais en plus, comme c'est un musicien qui nous a survendu la musique, je m'attendais à un truc hyper musical et à la fois hyper beau. Et en fait, elle est quasiment éludée cette scène. Ah non, mais même moi, je pensais que ça allait être un peu sa scène qui allait le définir en tant qu'auteur, en fait. Vraiment. Ouais, ça aurait pu, Mais ça aurait clairement c'est-à-dire de quelqu'un qui dit, voilà, moi, c'est la musique qui crée. Tu vois, c'est la musique qui débloque les situations, c'est la musique qui fait ce que je suis. Il aurait pu, c'est-à-dire que il y avait tous les ingrédients. Il y avait tout qui était là. Je me suis dit, putain, il va faire un truc où quand même, au-delà de tout ce qui marche pas, il va quand même se définir en tant qu'auteur. C'est un musicien et voilà ce que crée la musique. Je m'attendais à une sorte de mélange, tu vois, entre de la musique extra diégétique et puis des sons de catapultes. Mais moi je pensais que ça allait être tout intra-diégétique où justement au début ils disent les tambours en se met en place, et puis qu'après il y allait avoir les trompettes, qu'après il y allait avoir les machins et que tout allait se mettre en place dans une espèce comme ça de synergie. Et ben non, il y a les tambours, toc toc toc, ils se mettent en place et boum, c'est fini. Ça fait un peu cheap. Ça fait un peu jiffy quoi. Ah non mais surtout que là il aurait pu justement montrer que c'est un auteur quoi. Ça aurait pu être extraordinaire. Ben oui, exactement. Et ça fait, mais c'est un soufflet qui retombe, mais je pensais même pas qu'il allait s'arrêter là. C'est-à-dire quand j'ai vu que ça allait s'arrêter au tambour, je me suis dit c'est pas possible. Comment il peut pas... En plus parce que la scène où il comprend que les Burgondes c'est des cons mais c'est des bons musiciens, c'est dit textuellement dans le truc, mais il y a tout un tas d'instruments. C'est ça, et justement on voit qu'ils arrivent à se coordonner entre des instruments très différents. Et il comprend un truc. Et là je me suis dit putain ça va être cool. Là, il va vraiment mettre ce qu'il est tu vois, dans le film. Moi aussi, j'ai eu beaucoup d'espoir quand on les voit jouer et qui comprend en gros la stratégie. Là, je me suis dit, ah oui, ok, c'est ça que j'attends. Vous attendiez une attaque de Minas Tirith, quoi. C'est ça, non, la musique. Oui, non, mais que tout passe par la musique. C'est ça, c'est que la musique fasse sens et que justement, les Burgondes qui sont des confinis, qui ont toujours été montrés dans la série comme des gens à la ramasse, que par la musique, tout à coup, tu vois, ils allaient se transcender et ce qui allait montrer en fait ce qui était Alexandre Astier qui fait la même chose, c'est-à-dire que grâce à la musique, tu vois, il crée quelque chose. Mais là, les Burgondes, ils auraient pu être le véhicule de ça. Là, c'est le cas juste en termes scénaristiques, c'est-à-dire. Oui, mais c'est des tambours de guerre. On le dit, voilà, ça le fait. Du coup, ils sont bons. Mais oui, mais là, justement, au niveau cinématographique, c'est là où encore une fois, il montre, hélas, que là, il y a un échec cinématographique. Du coup, Louise ou Gaët, peu importe. Vas-y, Louise, une scène qui t'a gonflé, toi. Mais ouais, quand je vous ai dit que bon, déjà la scène finale me faisait un peu ça à Highlander, mais Shitty Highlander, la scène où il raccompagne Guenièvre pour récupérer la couronne de fleurs de leur mariage. Et du coup, il monte cette tour par les plantes très grimpantes. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire sémantiquement? Là aussi, c'est super long. Oui, c'est ça. Il grimpe vers sa femme. Ils finissent par s'embrasser. Ça dure une dizaine de minutes. C'est ultra mielleux, c'est ultra long. Avec le piano. Le piano, puis coupé avec les flashbacks. Là, j'ai commencé à pas aimer le film, quoi. Puis ce qui est chiant, c'est que c'est vrai que c'est même pas justifié en fait. Si la porte s'était bloquée ou je sais pas quoi, mais pourquoi il monte Mais non, mais alors je pense que c'est le truc qui est dit avant, c'est-à-dire que c'est un accomplissement de quête, un accomplissement d'un truc, mais là aussi, je vous dis, je sais que son écriture, elle est basée sur Campbell et sur Vogler qui a adapté Campbell pour le cinéma. Et donc le voyage du héros là-dessus. Et il est fasciné, mais même obsédé par ce truc-là. Et donc on voit qu'à chaque fois, il essaie de faire des arcs comme ça, qui sont des mini-voyages du héros. Mais déjà, bon, c'est quasiment que pour Arthur. Et à chaque fois, voilà une quête qui va montrer ça. Et des fois, c'est littéral. Hein, c'est-à-dire quand il va dans la caverne, les machins, quand il ressort du monstre. Bon, il y a quelque chose qui est trop littéral. Quand tu disais, Louise, là, que ça te paraît trop, enfin que ça te paraît vu et revu, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que ce que t'as cité, c'est-à-dire Star Wars et le Seigneur des Anneaux, ça reprend littéralement justement Campbell et le voyage du héros, et lui il se met trop dans ces pas-là et ça se voit des fois, c'est-à-dire il y a des trucs qui sont censés servir à ça, mais encore une fois, comme cinématographiquement il y arrive pas à montrer ce genre de truc, à réaliser ça, ça passe à côté, quoi. Et du coup la question c'est comme j'ai senti que lui il voulait raconter une loose par les pics.
Et je me suis dit, bon, ce passage, c'est de la telenovelas, quoi. Voilà, il monte, surtout qu'il rejoint sa douce, que finalement il embrasse, tout ça. Et je me dis, est-ce que finalement il essaye pas de rire de son propre cinéma, ou alors on est complètement passé à côté de son intention, tu vois. Et je sais pas, comme je connais pas la série, je sais pas vraiment comment prendre le film sur cet aspect un peu shitty, un peu bricolage, un peu Ouais, en fait il essaye de jouer sur deux esthétiques différentes au même moment, tu vois, et en fait il y a un truc qui marche pas bien, moi je trouve, là-dedans, hein. Donc on le voit en termes de romance, on le voit en termes d'action, où il essaye de... Bon, on avait fait un épisode sur l'esthétique de la loose, et effectivement c'est ça qu'il essaye de mettre en avant, mais au final c'est contre-productif dans certaines scènes, quoi. Il y a une rupture de ton, en fait. C'est la rupture de ton, qui m'a un peu déconcerté entre la première et la deuxième partie. Il est trop sérieux sur la deuxième. Et du coup, c'est ça c'est beaucoup clair. moins humoristique. Et entre les flashbacks et le reste, et entre machin, entre la fin et t'as tout à fait raison. Et puis cet aspect sketch fait aussi que en fait on change de ton en permanence. Voilà, entre le moment où il arrive pour enlever Excalibur, il y a le jeu blague, il y a le flashback, etc. Donc on change en permanence de registre. De registre, et c'est chiant. Et toi, Gaët, une scène qui t'a saoulé ? Vous avez parlé de tous les gars, moi j'ai plus d'idées là, donc vous m'avez tout pris. Quelque chose qui m'a saoulé du coup, alors je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, juste sur la scène où il rejoint Guenièvre, c'est le seul moment, alors peut-être que sémantiquement ça n'a pas de sens tout ça et compagnie, mais où j'ai eu l'impression qu'il essayait de faire de la mise en scène, tu vois. Oui, c'est vrai. Où il essayait de jouer un peu avec ses caméras, tout ça et compagnie, il tentait un truc, donc elle m'a un peu moins gonflé que les autres, même si c'était pas ouf, tu vois. Et ce qui m'a gonflé, moi, c'est que le mec a quand même des super décors, en fait. Ouais. Alors, je vais pas parler d'une scène en particulier, mais de la façon de filmer les scènes. Le gars, on sent quand même qu'il a du budget, qu'il a des décors. Fais-moi des plans larges sur les décors, histoire de comprendre où on est déjà. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a des plans réduits d'introduction dans les scènes, ce qui fait qu'on comprend pas très bien où on est, et ce qui fait que ça devient anti-spectaculaire, tu vois. Alors qu'il aurait suffi d'un plan large du décor, d'un plan global du décor, pour que d'un coup, je trouve que ça prenne une autre dimension. C'était pas grand-chose, hein, tu les as quand même, hein, tu les as quand même, le moment où il marche avec peut-être au début du film, mais après c'est totalement abandonné. Oui, c'était en Auvergne, je crois, ou région Rhône-Alpes. Il essaye quand même de mettre en évidence ces décors, tu vois. Non. Cette scène, elle est cool, par exemple. Ouais, elle est cool, mais il aurait pu le faire bien plus souvent. Tu vois, t'en as une qui est comme ça, par exemple. Et il y a autre chose, tu vois, quand il filme, par exemple, les grottes. Alors là, on est dans un décor qui est hyper étroit. Alors là, il sait plus du tout comment spatialiser son truc. Il se contente des gros plans sur des plans sur les acteurs qui bougent pas. C'est fait comme dans la série quand ils sont dans un souterrain. Mais exactement, c'est fait comme dans la série. Et voilà, donc ça m'a saoulé. Et donc c'est pas vraiment une scène, mais c'est des scènes en général. Et le deuxième chose qui m'a saoulé, c'est que quand même au cinéma, il est censé y avoir du mouvement dans tous les sens du terme, un peu de mouvement. Et globalement, on a des acteurs qui sont soit le cul par terre, soit debout et qui bougent pas, et face caméra avec un plan fixe. Donc c'était moins statique, je trouve, dans la saison 5 et 6. Oui. Il y avait quand même, il essayait de faire des petits travelling, des petits panoramiques, des petits machins. Mais là, t'en as pas. Et là, il y a rien. C'est ce que je me dis, moi, normalement, quand je regarde les films, tu vois, il y a toujours un plan ou deux, pas forcément qui ont beaucoup de sens sémantiquement et tout, mais où je me dis, ah là, c'est cool, tu vois, il a tenté un petit zoom, il a tenté un petit travelling. Là, il y a un plan séquence un peu sympa. Et là, je retiens même pas un petit plan cool, tu vois, du film. Même parce qu'on a quand même une espèce de plan large sur le château de Kaamelott qu'on n'a jamais vu. C'était la première fois qu'on le voyait. Mais c'est tout. Et j'ai trouvé que c'était pas mis en valeur Kaamelott. Non. Il y avait un côté genre enfin on va voir ce truc dont on parle en permanence. Bon c'est un château quoi. Et en fait on dirait qu'il a fait juste parce que comme le château va être détruit dans le truc, voilà, il fallait quand même qu'on ait des plans d'ensemble. Mais en fait c'est les seuls plans d'ensemble quasiment. D'autant plus que on voit le château globalement, mais ils sont toujours au même endroit. Ben oui, exactement, du même angle, du même truc. Il y a vraiment. Et alors quand tu disais là sur les transitions, les choses comme ça, bon moi je pense encore qu'il y a des trucs qui ont été coupés, c'est pas possible, tu vois, qu'il est raté. Mais ce mec, genre de truc. Moi je parle de plans qui cumulés te fait durer le film une minute de plus. Je suis absolument d'accord. Moi aussi, chaque truc qui manque, ça aurait duré 10 secondes, machin. Je sais pas si c'est vraiment coupé ou si ça n'existe pas. J'espère que je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il faudrait espérer. Je vais lui poser la question. Je sais pas ce qu'il faut espérer. Dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, il y a un vrai problème. Mais c'est vrai qu'il manque ce genre de transition. Alors lui qui adore Star Wars et la grammaire de Star Wars, c'est l'un des premiers trucs. Star Wars, il va commencer par un plan d'ensemble qui va au moins, tu vois, te mettre dans le truc. Tiens, tu vois, il se passe quelque chose. On est dans autre part, tu vois. Et là, on le sait même pas. Et alors moi, un des trucs, justement, qui m'a vraiment beaucoup touché à ce niveau-là, c'est par exemple quand il arrive chez Léo Dagan, qui est donc le père de Guenièvre, où
En fait, on ne voit même pas, on le voit pas arriver. Ouais. Ça part, je crois que c'est juste après Excalibur quasiment. Moi, je suis paumé. Les noms des personnages, je les connais pas. Donc... et je crois que c'est ça, juste après avoir récupéré Excalibur, qui va chez Léo Dagan, un truc comme ça. Enfin, c'est. Oui, je crois. Il me semble. Et en tout cas, on le voit pas arriver chez Léo Dagan. Il arrive, il y a la fête avec les Burgondes et tout. Oui. Et donc là aussi, on est en plan fixe, fête chez les Burgondes. Il y a Léo Dagan et on voit qu'il y a Arthur qui est là. Et là aussi, au niveau des personnages, au niveau de la construction, au niveau des rapports entre eux. Ah mais les rapports entre les personnages, mais ça aurait duré 1 minute. On aurait vu Arthur, imaginez, arriver comme ça devant les portes de Tintagel avec Léo Dagan qui l'accueille. C'est Tintagel, Léo Dagan, je ne sais plus. Non, c'est la Carmélide. Et devant les portes de son château en Carmélide, il y a quand même un rapport un peu paternel entre Arthur et Léo Dagan. Au-delà du fait que Alexandre Astier soit le fils de Lionel Astier. Mais il y a ce petit côté-là entre les deux. Et juste avoir une scène entre les deux. Et puis surtout, il ramène Guenièvre. Il ramène Guenièvre, il ramène Excalibur. Il ramène... Non mais Guenièvre, c'est quand même la fille de Léo Dagan. Mais on s'en fout. Et non. Tout ça, et alors ça pour moi là par contre c'est une scène qui existe mais qui a été coupée. C'est pas possible qu'il n'ait pas fait cette scène là. Mais la couper, ça montre que là vraiment c'est pas bon du tout. Ça aurait tellement apporté aux personnages et au rapport entre eux. Le fait qu'on passe d'un truc à l'autre et qu'on voit Arthur qui est déjà chez Léo Dagan, moi j'ai halluciné à ce moment-là. Il y a un truc qui me fait dire que c'est peut-être pas coupé. Je sais pas. C'est que en fait, si tu regardes les retrouvailles entre les personnages, parce que normalement c'est un film retrouvailles, ça fait 10 ans qu'on l'attend. Les personnages vont tous se retrouver alors qu'ils se sont pas vus. Globalement, il n'y a aucune retrouvaille qui est intéressante. Avec Guenièvre. Parce qu'avec Bohort, c'est raté. Avec Bohort, c'est raté. Même les personnages secondaires entre eux. Bohort, il arrive, il voit Perceval et Caradoc, t'es là, machin. Vous êtes là, machin. Perceval et Caradoc, il le voit quand il est en cage. Arthur, tiens, vous avez vu qu'il est là, machin. C'est pour ça que je te dis, je me demande si cette scène, elle existait ou si elle a été pensée, parce qu'en fait, il n'y a aucune retrouvaille qui a été faite. Honnêtement, si elle n'a pas été pensée, là, c'est que vraiment au niveau cinématographique, il y a un petit souci. Parce que c'est le premier truc à faire, enfin vraiment, comme tu dis, il lui ramène sa fille, il revient en tant que retour du roi avec machin. Il y a ce côté quand même entre les deux où, toute la série, Léo Dagan et Arthur, ils sont ensemble, ils n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule, mais il y a quelque chose qui se passe entre eux. Et là, on les voit même pas se retrouver. Mais là, c'est une cata, quoi. Enfin, là, en termes de dramaturgie, de construction des personnages, c'est là où je me suis dit non, putain, c'est pas possible. Du coup, autre chose qui m'a saoulé, moi, alors on n'est plus dans les scènes, mais juste pour terminer, moi je termine en tout cas là-dessus, c'est le personnage. Alors on dit qu'on est dans un grand film d'aventure épique, donc c'est pas du tout ce qu'on a. C'est pas du tout un grand film d'aventure épique. Et surtout, on a un grand problème avec le méchant, tu vois. Ah oui. Non, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, mais s'il dit qu'il fait son Star Wars. Si Dark Vador c'est Lancelot, c'est quand même très mal barré. Mais moi, je pense que c'est fait pour son costume là. On dirait un plâtre droïde. Voilà. C'est censé être un lézard, c'est ce qu'ils disent dans le film. Effectivement, il a des écailles, des choses comme ça. Donc en fait, c'est une sorte de costume de crocodile ou je sais pas quoi. Oui, voilà. Donc en fait, c'est pour dire qu'il a un aspect reptilien qui s'est développé en lui et que du coup, il est à sang-froid, il a plus de sentiments et que du coup, c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il est aussi passif. Lancelot, tout le truc. Il y a ce côté effectivement lézard qui attend, quoi. Ouais, mais du coup, cette passivité extrême fait qu'il existe. Enfin, pour moi, il n'existe pas à l'écran. Il n'existe pas. Tu voulais dire mais sur le costume de Lancelot du Lac, j'ai essayé de me renseigner un peu sur les gens qui sont occupés des costumes parce que ça me faisait penser à énormément de choses. Mais Lancelot du Lac, il m'a fait penser au 5e élément. Vraiment dans la construction de son. Comment vous expliquer ? Enfin, vous voyez sur le. Ouais, mais complètement. Moi aussi, en fait, je trouvais mais oui, je trouvais qu'il y avait un côté Mobius, tu sais, et c'est Mobius qui a fait les designs du 5e élément. Et il y a vraiment dans le costume de Lancelot et un petit peu des Saxons, un côté Mobius qui est là. C'est vrai. Et alors pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faudrait que tout l'univers ait ça. Et là, du coup, ça détonne. Et ça détonne complètement. C'est le seul à être ridicule, en fait. Au final, du coup, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas. absolument. Mais la costumière, du coup, a travaillé pour Luc Besson et elle a fait les costumes de Valériane. D'accord. Ouais. Okay, très bien. Et elle a aussi travaillé pour des films comme Bandidas, mais elle a beaucoup bossé au Mexique. Donc en fait, on le voit sur les costumes justement. Mais je trouve pour revenir sur Lancelot, moi je trouve que ça fait un moment dans la série déjà que en fait à partir du moment où Lancelot devient le méchant, en gros, que Astier il a du mal à l'écrire. Il sait pas quoi en faire.
On dirait que vraiment il a du mal à écrire un Lancelot méchant, à lui donner une crédibilité, à lui donner des motivations. Et là je trouve qu'on a la forme pure de je sais pas quoi en faire, donc il est là. Et donc du coup je vais juste le rendre menaçant par sa présence, par son look et des trucs comme ça. Est-ce qu'il a pas un problème d'écriture lié au genre dans lequel il essaye d'écrire son méchant? C'est-à-dire qu'en fait il se dirait son méchant il est trop sérieux ou il va commencer à faire des choses trop dark et il n'arrive pas à trouver cet équilibre entre la comédie et l'idée d'avoir un méchant charismatique. Je sais pas si c'est ça ou si c'est parce que normalement quand même il y a une très forte proximité entre Arthur et Lancelot dans les premières séries. C'est vraiment son lieutenant, c'est à la fois son lieutenant, son confident et tout. Et je pense que c'est un problème de construction des relations des personnages où il a du mal à écrire cette trahison. Et ce rapport de qu'est-ce qu'Arthur doit penser de Lancelot et à la fois comment Lancelot doit se comporter. Et je te dis, moi dans la série j'ai vu la cassure où en fait Lancelot devient alors qu'il devient un personnage à part, il devient inintéressant et là c'est le paroxysme de ça quoi. Et le duel de fin en fait en ce sens il est décevant aussi. Alors en termes de mise en scène de l'action ça c'est clair, mais aussi en termes de ligne de dialogue. C'est censé être des retrouvailles entre deux antagonistes qui s'opposent fortement. Tu dis au moins ils vont essayer de régler leur compte verbalement avant de passer à l'action. Et même ces lignes de dialogue tu les as pas vraiment, en fait. Normalement c'est le combat du Star Wars 4 avec deux personnages ou même du 3 avec ces deux personnages qui sont censés être très proches et en même temps se détester. Frères ennemis, Là c'est juste deux mecs qui ont des épées qui se tapent. Effectivement. Mais d'ailleurs sur les dialogues, il y a une phrase horrible, je me souviens plus la phrase qui répète 2 fois avant de redescendre. Vous êtes un incapable. Vous êtes un incapable. Il le répète 2 fois et j'ai rigolé. Je m'attendais, soit c'est de l'humour poussé à l'extrême, soit c'est de la mauvaise rédaction. En tous les cas, je trouve pas ça très bon en termes de dialogue quoi. Ah ouais, mais complètement. Mais justement, dans cette fin, même au niveau sémantique, alors aussi dans l'écriture d'un Joseph Campbell, normalement, à la fin, le héros revient avec l'élixir. C'est-à-dire, après le dernier combat qu'il a fait, il a un élixir qui fait que il revient dans un monde qui va pouvoir changer grâce à ça. Et là, justement, quel est l'élixir d'Arthur? Il y a un partie Excalibur, mais pour moi c'est plutôt le fait que justement il ne tue pas Lancelot quoi. C'est pour ça qu'on voit que enfant il tue la personne et que là il va ne pas le tuer. Mais justement ne pas le tuer devrait être quelque chose qui va renforcer Arthur. Mais d'autant plus que ce fait de ne pas tuer, là c'est sorti un peu comme un truc genre nouveau. Ah oui, mais c'est la caractéristique d'Arthur. Exactement. Justement, je me suis dit, tiens, est-ce que là Arthur va prendre les choses en main? Qu'il allait tuer. Moi aussi, et se dire, et qu'on allait passer à un autre méchant après. Et se dire, là je prends les choses en main, il y a quelqu'un qui a trop fait de mal, je vais le tuer, et que justement le flashback montrait qu'il en était capable. Oui. Et non, au final, l'élixir, le flashback, le flashback dit que l'élixir nouveau, c'est le fait qu'il va pas le tuer. Mais sauf que c'est pas nouveau. Et déjà c'est pas nouveau. Et en plus, plutôt que de rendre Arthur plus fort grâce à ça, mais au contraire ça l'abat. Et c'est là où il devient. J'ai pas compris ça. Moi non plus. Enfin en tout cas en termes d'écriture campbellienne justement, il y a un souci à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est ça qui va le remettre dans son état dépressif. Et il va vouloir presque se laisser mourir dans la forteresse en train de s'écrouler. Et là, du coup, on se dit, mais alors qu'est-ce qu'il a voulu? Est-ce que le fait de pas le tuer, c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que ça le remet dans un état pas possible? Ça laisse planer une menace sur le royaume, puisqu'en plus, donc, il y a la scène post-générique qui dit que Méléagant va revenir. Donc, c'est très très bizarre. Et en termes d'écriture, moi, j'ai pas compris. Là, en fait, j'ai une théorie, moi, c'est que je pense que c'était juste un film retrouvailles. En fait, il dit que c'est le premier volet d'une trilogie, mais que c'est juste un réamorçage avec tous les problèmes que ça a. Mais c'est sûr. Et qu'en fait, la vraie dramaturgie, si on peut parler de dramaturgie, il va la développer s'il peut dans le 2e et le 3e volet. Là, c'est juste une rampe de lancement. On peut finir sur ça, c'est-à-dire, est-ce que qu'est-ce qu'on attend de la suite Là, Fred, tu voulais ajouter un truc? Non, mais alors juste sur un petit truc technique, parce que tu disais les acteurs étaient très statiques et des choses comme ça. Alors il y a un petit truc technique, c'est qu'en plus, moi je sais pas ce que vous avez trouvé, mais moi les effets spéciaux, je les ai trouvés très mauvais. Et l'attaque Burgonde avec 12 personnes qui arrivent dans la forteresse, c'est un peu chiant parce que dans la série, en fait, tout se passe hors champ.
toutes les attaques. Mais par contre, on a là aussi la musique, enfin en tout cas le son des attaques, et où on entend qu'il y a énormément de gens. Et donc, on a cette imagination des attaques qu'ils subissent, mais on les voit jamais. Et là, ce qu'on voit, c'est assez ridicule en fait. C'est très peu de gens là qui arrivent dans une forteresse. Voilà, comme en plus, il y a l'aspect musical est du coup mis de côté. En tout cas, il n'est pas développé. Bon. Et alors en fait, il y a aussi un truc technique, c'est qu'ils ont mis énormément de pognon dans une caméra qui s'appelle l'Alexa 65, qui est une caméra numérique très lourde, très grosse. Alors c'est avec elle qu'on a fait Joker par exemple, mais aussi qu'on a fait Parasite. Ah oui, ils l'ont pas développé pour Kaamelott. Non, ouais, pas déconner. Mais c'est, on a fait Rogue One, et c'est pour reparler de Star Wars avec, par exemple. Bon, c'est une caméra qui est censée quand même donner un grain, pas de pellicule, mais en tout cas beaucoup plus agréable. C'est vrai que là, dans les films que tu as cités, je n'avais pas du tout pris conscience de ça, mais je vois le point commun. Tu vois, il y a quand même un travail de l'image. Bon, par contre, je le vois pas du tout sur oui, c'est ce que j'allais dire. Et que là, après, c'est-à-dire qu'au-delà de la caméra, il faut un directeur de la photographie, il faut, etc. Bon, tu vois, il faut des lumières, il faut des couleurs. Bon. Et là, donc, il a mis énormément de thunes là-dedans. Et alors, un des problèmes de cette caméra, enfin, il y a plusieurs problèmes. C'est une caméra incroyable qui fait des images en 6,5K. Et ces images-là permettent de rezoomer dans l'image pour avoir quand même du 4K. Bon, bref, c'est pour les gens qui aiment la technique. De refaire de la mise en scène, en fait, sur la table de montage. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire de recadrer l'image dans la table de montage pour rester en 4K, parce qu'on prend plus que ce qu'on a besoin, etc. Mais il y a deux problèmes. D'une part, chaque rush, c'est-à-dire une heure de rush, c'est des téraoctets de données. Donc déjà, on peut pas faire énormément de rush. On revient à un côté pellicule, vous savez, où on pouvait pas non plus tourner des heures et des heures. Et en plus, il y a un problème, c'est la profondeur de champ de cette caméra qui est ridicule, et qui fait qu'en fait, dès que l'acteur va un petit peu bouger, il va plus être net. C'est-à-dire que la zone de netteté de cette caméra est très très limitée. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucune profondeur de champ, tout est très flou. Mais c'est super que tu en parles, parce que justement c'était un truc que je voulais évoquer. Je me disais, les acteurs sont toujours tous au premier plan, et on joue jamais avec le fond. Eh ben non. Et parce que cette caméra-là, en tout cas, rend les choses un petit peu difficiles. On peut évidemment faire du point, etc., mais c'est très difficile. Et du coup, il faut que les acteurs soient statiques, soit si jamais ils bougent, du coup il faut que l'équipe technique soit très bonne, et les réalisateurs aussi, pour bouger exactement au même moment, etc. Et donc du coup là aussi ça crée une contrainte technique qui fait que on est un peu obligé d'avoir c'est peut-être du coup quelque chose, tu vois, sur Parasite ça marche hyper bien. Moi j'ai trouvé, je savais pas pourquoi, mais j'ai trouvé Parasite tu vois, juste en termes esthétiques magnifique. C'est adapté à ça. Est-ce que c'est adapté pour faire de l'heroic fantasy? Non. En tout cas, tu vois, par exemple, Rogue One y arrive. Oui, c'est vrai, Rogue One y arrive. Et je pense quand même qu'il faut des gens qui soient très très compétents là-dessus, tu vois, que ce soit des grosses équipes qui arrivent à faire ça, et que lui, je pense que là, il s'est fait plaisir en disant c'est mon film, je vais me prendre une Alexa 65. Je pense que c'est pour se faire plaisir, encore une fois. Il pouvait avoir une belle image grâce à ça, mais au final, il l'a pas obtenu. Et au final, ça lui a fait des contraintes de production, parce qu'il n'a pas pu faire les mêmes mouvements que dans la série. Ça explique beaucoup de choses, oui, ça explique des trucs. Et là aussi, je crois que c'est un mauvais choix, parce qu'il a mis énormément d'argent là-dessus. Ça l'a contraint à des choses beaucoup plus, désolé de la répétition, contraignantes que dans la série. Et pour un résultat... ça renforce ce côté film anti-cinématographique, je trouve, et ce côté image hyper plate, où on tente rien, absolument. On prend aucun parce risque. que tenter des choses est difficile avec cette caméra, et que le moindre rush prend 3 disques durs externes. Tu vois, donc du coup je pense que c'est un mauvais choix aussi à ce niveau-là, quoi. Mais du coup, est-ce que en fait Alexandre Astier, on dit souvent que les bons réalisateurs ou les très bons réalisateurs, c'est des gens qui apprennent aussi à sous-traiter, c'est-à-dire qu'ils savent bien s'entourer, là c'est le problème, sous-traiter. Et là j'ai l'impression que typiquement en fait il le fait pas. Au moins tu prends un gars pour faire les chorégraphies, quoi. Mais non, mais minimum. Puis même tous les génies du cinéma, ils ont jamais tout fait comme lui l'a fait, tu vois. Même un Orson Welles, tu vois, il faisait pas toute la musique, le machin. Donc là je pense que vraiment c'est un peu son œuvre. Effectivement, il a mis beaucoup de vie dedans. À partir du moment où il fait du roi Arthur quelqu'un de colérique et de dépressif, qui va plus vite que les autres, etc., il se raconte lui-même. Mais se raconter lui-même, ça veut pas dire faire tout seul comme ça et être au même niveau partout. Quand tu disais que c'était un premier opus qui allait vers autre chose, moi je suis absolument d'accord. Moi je pense que ça c'est un peu sa menace fantôme, quoi. Ou son nouvel espoir, quoi, dans Star Wars. Lui, il a dit les jalons, c'est ça. Ouais, il place les jalons, mais lui il a dit que c'était son épisode 5.
Ah ben non. Bah non, c'est pas son Là, épisode par 5, contre, ça peut pas l'être. Je pense qu'il va vers... enfin, il voudrait aller vers un Empire contre-attaque, vers un épisode 5, notamment avec la menace de Méléagan qui arrive à la fin, et que là, là, il y a quand même un côté, je rassemble tout le monde, c'est-à-dire je rassemble tout mon public de Kaamelott, les premiers, les derniers, enfin ceux qui étaient là au début, ceux qui étaient là à la fin. J'essaie aussi peut-être un petit peu de réintroduire mes personnages pour des gens qui ont jamais vu la série. Bon là, on a vu que ça marchait pas, mais on voit comment sont introduits Merlin ou Perceval et Caradoc de manière un peu cinématographique, on dirait un peu des personnages Marvel quand ils arrivent, tadam, il y a un truc, mais en fait ça fonctionne pas si on les connaît pas, et je pense qu'il est là-dedans, et que pour moi il allait vers un empire contre-attaque. Là il faisait une menace fantôme et il allait vers un empire contre-attaque, mais s'il dit que là il a fait son empire contre-attaque, non, là il y a un truc qui est mais en fait je pense que ce film il est anachronique dans l'histoire du cinéma, quoi. Autant Astérix et Obélix il s'intégrait dans un panorama qu'on comprenait, vu que c'était des films qui étaient sortis il y a pas trop longtemps, mais là sortir un film comme ça aussi classique avec autant de clins d'œil en 2021, je crois que c'est, en fait, il est dépassé, quoi. Il est dépassé par ses propres rêves et par ses propres influences, en fait. Le film, pour moi, il est sorti trop tard, tu vois. Ah ouais, alors oui, alors ça, il y a peut-être aussi ça on pourra jamais vraiment le voir, mais moi, il y a quand même un côté un peu, alors c'est dur de dire mégalo, mais quand même de quelqu'un qui veut. Et vous l'aimez pas, Asti, hein? Mais non, mais si, mais moi en plus j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses que j'adore chez lui, mais je trouve que il pense être génial partout. Il n'est pas génial partout. Il est génial dans certaines choses qu'il fait, et il y a que lui qui les fait de cette manière-là. Et à côté, il y a des choses qui vont pas. Et c'est pas un mal, hein, tu vois. C'est pas une critique, c'est qu'il y a d'autres gens qui sont très forts pour écrire des lignes de dialogue, d'autres qui sont forts pour de la mise en scène, d'autres qui sont forts pour travailler des plans. Là, en matière de mise en scène cinématographique, je suis désolé, il est pas bon du tout. Mais c'est même pas, il est pas terrible, il est pas bon du tout. Et c'est pas lui faire offense, tu vois. Alors s'il y a des fans absolus, mais moi je me considère un peu comme fan quand même. C'est pas faire offense à quelqu'un de dire que personne peut être, tu vois, tous les noms d'un générique sur un film. De vision. Et c'est vrai que là, Louise, tu disais c'est anachronique. Moi j'ai l'impression que c'est anachronique, même beaucoup plus que ça. C'est une vision hyper je sais pas, hyper 19e du génie complet, du Wagner, tu vois, le mec extraordinaire qui va. Et je pense qu'il est là-dedans. Il a fait un spectacle sur Bach, comme un joie demeure. Et effectivement, c'est-à-dire que lui, la manière dont il voit l'écriture des acteurs, c'est un peu comme un immense contrepoint. Un contrepoint, c'est la spécialité de Bach, où en fait chaque ligne mélodique peut être écoutée seule et qui, quand on les met toutes ensemble, crée encore quelque chose de nouveau. Ben, lui, à mon avis, c'est ça. Il écrit en contrepoint. Il a la musicalité de chaque acteur qui sont pour lui des instruments, et il compose à chaque fois leur composition à eux, quoi, leur musique à eux. Et quand on met tout ça ensemble, ça crée une musicalité qui est Kaamelott. Mais son génie est là, Alexandre. Et je crois qu'il le sait, hein, s'il a fait un truc sur Bach, c'est pas pour rien. Il est là-dedans. Sa création passe par ça, quoi. On peut peut-être faire le bilan général du film. Vous en pensez quoi, du coup? Parce qu'en fait, ça donne l'impression qu'on c'est génial. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça donne. Faut rien changer. Non, mais c'est vrai que ça donne l'impression qu'on a déchiré le film. Alors moi, ce dont j'ai l'impression, enfin, encore une fois, moi, je connais pas Kaamelott. Mais en gros, ce que je retiens, c'est que en termes de comédie, en termes de rythmique du dialogue, ça marche très bien, au moins sur la première partie du film. Et moi, par contre, là où je reste un peu sur ma faim, un peu beaucoup même, c'est sur la mise en scène pure cinématographique. Voilà. Ouais, moi je te dis, c'est plus une déception par rapport à ce qui avait été annoncé. Et puis, normalement, il aurait dû y avoir entre la saison 6 et le film un truc qui s'appelait Kaamelott Résistance, qui a jamais trouvé son format. Il avait dit ce sera peut-être une série, ce sera peut-être des romans, ce sera peut-être quelque chose. En fait, ça a rien été. Là, je me suis rendu compte, j'attendais de voir un petit peu justement où en était l'état du royaume. Ça, je le vois pas. Non, je sais que ils disent quelques mots dessus. Voilà, Lancelot, il tue des enfants, etc. Mais la résistance, en fait, j'ai pas envie d'avoir Kaamelott Résistance, parce que c'est juste pour voir 3 clampins autour d'une table en bois et puis deux connards qui creusent des trucs. Je me dis Kaamelott Résistance, il s'est rien passé en fait. Et c'est cette impression, tu vois, il s'est rien passé. Les personnages, ils sont censés se retrouver, ils se retrouvent pas. La Dame du Lac, on dirait qu'elle est restée 12 ans au rocher à attendre. Voilà, elle vient faire coucou. Elle arrive de façon très violente d'ailleurs. Moi, je trouve que par rapport à ce que Kaamelott le film aurait pu être, c'est là qu'est ma déception. Et je te dis, pour moi, c'est un bon téléfilm, quoi. Ouais.
Ah oui, ça aurait été sur M6, saison 7 de Kaamelott, là, oui, d'accord, très bien. Oui. Et il aurait peut-être eu le temps, avec quoi. plus de temps, de développer les personnages qui ne le sont pas. Il aurait développé Pour les moi, il personnages. s'est trompé, il aurait dû faire une saison 7, mais voilà, ça aurait été une très bonne saison 7, je pense. Louise, un dernier mot peut-être pour conclure ton avis sur le film là. Moi, j'avais pas l'impression d'être face à une création originale dans la trame. Ouais. Voilà, pas du tout. J'avais même, comme je vous ai dit au début, j'ai l'impression qu'il avait de l'originalité dans les dialogues, dans les acteurs, et que tous les petits interstices où il savait pas quoi en faire, il les a comblés, par du bourrinage de refs et de copier-coller, et donc ça m'a un peu sabordé l'originalité de Kaamelott. Mais après, j'ai ri. J'ai vraiment ri, et c'est du français de haut vol. Je l'enlève pas, et je sais pas si j'irai le revoir par contre. Voilà. Gaët, moi c'est bon, j'ai de quoi Gaët ton avis global. Ah ça y est, je l'ai donné moi. Je l'ai donné au début. Ouais, je disais qu'en gros en gros c'était cool, je pense que les fans y trouveront leur compte, mais que cinématographiquement c'était quand même très très décevant. Allez Fred, pour terminer. Et alors, juste un petit mot sur le grand absent peut-être quand même du film, qui est Simon Astier. Alors qui n'est même pas nommé c'est-à-dire son personnage n'est pas nommé. Il a fait la pub sur Twitter, par contre j'ai vu. Alors ça me rassure parce que je me demandais vraiment, j'avais entendu des rumeurs comme quoi ils étaient fâchés. Ouais. C'est quand même très bizarre qu'il soit pas, qu'il est même pas une évocation divin et des petits pédestres qui devaient être dans le Kaamelott Résistance là justement et tout. Quand on voit Gauvin, il ne mentionne pas son compagnon Yvain. Mais tu vois, moi ça m'a pas. Quand tu me l'as dit, je me suis bien sûr qu'il n'est pas là. Mais en fait, comme les personnages, tous ces personnages-là sont anecdotiques, ça m'a pas sauté aux yeux. Caméos, je suis d'accord. Alors bon, après, y a, dans les trucs positifs, c'est quand même, c'est un film qui, comme le début le laisse présager, qui met les acteurs au premier plan à tous les niveaux, et donc leur jeu d'acteurs, leur phrasé, etc. Dans les nouveaux, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de personnages, mais dans les nouveaux, des fois, il y a un petit môme qui peut être sympa et tout. Il y a les enfants d'Alexandre Astier qui jouent dedans. Les filles de Caradoc, c'était celles qui étaient aussi dans la série, etc. Il y a des fois, ça peut être pas mal d'avoir des nouvelles têtes, mais il y a tellement trop de personnages. Oui, c'est ça. Que c'est la sœur de Léo Dagan. Là aussi, pourquoi c'est elle qui vient porter ce truc-là ? Ça aurait pu être ça aurait pu être justement le magicien là qui est là, qui aurait pu arriver pour dire ça. Bon. Vous êtes quand même déçus parce que vous commencez sur un truc positif. À chaque fois, sur le truc. Mais pour moi, le film, c'est ça. Ça commence sur un truc positif et puis on colle au fond. Mais bon, il y a toujours quand même ce génie d'Astier qui est dans la musicalité, dans l'écriture des dialogues, il est là. Donc moi aussi j'ai passé quand même un très bon moment, et vraiment le début du film pour moi j'étais emporté, je me suis dit putain super, c'est-à-dire il n'y avait pas les défauts justement que je trouvais dans les dernières saisons, il y avait tout, et puis ça s'est un petit peu transformé, en quelque chose de caricatural où chaque personnage était la caricature de lui-même, obligé parce que il n'a que très peu de temps à l'écran, donc il faut aller très vite dans ce qu'il dit, dans ce qu'il montre. Et puis à la fin, par contre, grosse déception du coup sur la fin, sur le climax, et sur la capacité quand même à raconter cinématographiquement une épopée de ce genre-là. Je pense que, vu les indices, il veut quand même aller vers Mordred, vers des choses comme ça, dans la légende arthurienne. J'ai très peur si Mordred est traité comme ça. Il y a encore Lancelot et Méléagant qui vont revenir. Ça va quand même faire une redite de ce qui avait déjà été là dans la saison 5. Là, je comprends plus très bien. Je pense, pour moi c'était sa menace fantôme un petit peu. J'espère mieux par la suite, mais j'aimerais qu'il se fasse entourer par des gens qui ont une vraie capacité cinématographique, parce que lui c'est un grand homme de théâtre, un grand musicien, un grand dialoguiste. On peut pas être génial partout, et là ça montre tellement, c'est même dommage quoi, parce que il y aurait eu un bon réalisateur avec lui, parce que quand il a co-réalisé Astérix, j'ai regardé comment est-ce qu'il, parce que là je me suis dit c'est pas possible, c'est pas le même mec qui a fait Astérix. Parce que c'était, Et alors en fait j'ai vu comment il s'était réparti les choses, c'est-à-dire qu'en fait lui a écrit et a fait la direction d'acteur, et le co-réalisateur, j'ai plus en tête, Louis je suis désolé. Exactement, Clichy. Lui en fait a fait tout le reste, le storyboard, les plans, les coupures, etc. Donc en fait c'est l'autre qui a réalisé réellement, cinématographiquement,
et Astier qui a fait le reste. On sent que c'est pas du tout la même Et réalisation. non, et ça marche hyper bien dans les Astérix, chaque valeur de plan, chaque découpage, etc. Donc c'est dommage. S'il avait fait ça, on aurait pu avoir un grand film, parce qu'il y a un côté cartoon quand même. On voit qu'il est passé par Astérix. Il y a quand même un côté cartoon dans le truc. Bon voilà, c'est dommage, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'espère mieux pour la suite. Voilà. Ok. Eh bien, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Est-ce qu'on a déjà pas trop ajouté des choses ? On a ajouté beaucoup de choses, je trouve. On a ajouté plein de choses. Et ben moi, je prendrais bien une petite bière quand même avant de clôturer cette petite soirée. Vas-y, on prend une bière, on finit par... Louisa, tu nous sers une bière ? Allez, la moumousse pour tous les 4 et on ferme le bar. Ouais. Ouais, on essaie de trouver le Graal de machin et puis après on se casse. Allez, on se casse. Mais va chercher dans les gobelets là, les pots de yaourt de récup. C'est derrière. Bon allez, ciao tout le monde. Allez, salut à tous. Ciao. Salut les gars.